Bonsoir. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour cette réunion publique qui a pour objet de présenter la stratégie littorale de Cap-Breton. Cette réunion va se dérouler en deux grands temps. Un premier temps qui sera assuré par M. Guéguin du GIP Littoral qui va présenter la situation globale de la côte aquitaine et le contexte de l'étude. Viendra ensuite M. Marco qui présentera la stratégie littorale de Cap-Breton, les études, les différents scénarios. Entre chacun de ces temps, on vous donnera la parole pour que vous puissiez poser des questions, donner votre avis. Pour répondre à l'ensemble des questions, au-delà des intervenants que j'ai précédemment cités, nous aurons les représentants du cabinet Casagec et Artelia qui pourront intervenir en fonction des questions et de la technicité nécessaire pour répondre à ces questions. Mais avant de commencer, je vais donner la parole à Monsieur le maire pour poser le cadre un petit peu de la réunion. Monsieur le maire. Oui, merci beaucoup. Et puis, merci à vous d'être venu présent ce soir. C'est bien sur un sujet important qui, je crois, nous concerne tous et qui est celui du littoral, ou plutôt, je devrais dire, du recul du littoral, du trait de côte, comme on dit. Le trait de côte, Arnaud Guéguin donc, pourra le définir plus précisément. Donc, effectivement, pour nous à Cap-Breton, mais comme pour toutes les communes littorales, un enjeu important. Je crois que maintenant, il n'est plus nécessaire de parler tellement ça s'impose à nous au réchauffement climatique, à la montée des eaux, à la dérégulation climatique avec les tempêtes plus nombreuses, plus violentes que nous avons à affronter. Donc, effectivement, c'est un enjeu. Aujourd'hui, forcément, davantage demain. Et c'est en même temps, je dirais, un risque naturel, puisque nous sommes une station littorale et que voilà, ces éléments, ces aléas, ils font partie de notre environnement. Et il en a toujours été ainsi. C'est toujours l'océan, et je pourrais rajouter le gouffre qui toujours ont façonné l'histoire de Cap-Breton. Voilà, donc ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre environnement. Pour autant, bien sûr, il s'agit d'apporter des réponses face à cette problématique. Alors cette réponse, c'est l'objet de cette réunion de ce soir, c'est de vous proposer, de vous présenter la stratégie locale pour Cap-Breton. Arnaud, il y a d'autres communes qui ont déjà bouclé des stratégies locales, d'autres qui sont en cours. Donc vous voyez que c'est éminemment un sujet d'actualité et qui, je dirais, dont les élus se sont saisis à bras le corps. Donc moi, je veux dire simplement qu'il ne faut pas être alarmiste, mais pour autant, il convient d'être réaliste par rapport à, je dirais, un aléa certain qui va continuer à se déployer au fil des décennies à venir. Donc pas de déni, au contraire, je crois qu'il faut avoir les yeux ouverts. Nous les avons, je crois, à Cap-Breton, puisque, vous le savez, dès 2008, on a mis en place le système de bypass, de transfert hydraulique de sable du nord vers le sud. On peut constater que les effets sont très bénéfiques et peut-être même au-delà de ce que l'on escomptait. Donc, c'est aussi un élément important pour nous, puisque c'est aussi, et vous le verrez, un point d'appui important de notre stratégie locale. Et puis, évidemment, c'est aussi en même temps, je ne parle pas, je n'oublie pas les travaux de confortement dunaire qui ont été réalisés. Et puis, bien sûr, c'est en même temps un sujet complexe. Chaque littoral a ses particularités. Nous en avons ici à Cap-Breton, l'inflexion du littoral, bien sûr la présence du gouffre. Et puis, on sait par expérience, puisque ça fait cette réunion de ce soir, c'est aussi le travail de 3 ans d'études quasiment, et qu'on sait que quand on agit ici, on peut causer du mal ailleurs, plus au sud. Et j'en profite pour remercier la présence de Monsieur le maire de la Maine. Merci Jean-Luc d'être avec nous. Et donc, c'est tous ces effets, je dirais, positifs ou négatifs qu'il nous faut effectivement mesurer, analyser, prendre en compte pour déterminer, je dirais, la stratégie la meilleure, en tout cas, on l'espère. Donc, bien sûr, pour ça, nous ne sommes pas seuls. Nous avons le GIP, Littoral Aquitaine. Donc, tout le monde reconnaît l'expertise et qui a été pour nous, je dirais, d'un concours précieux. Et puis, avec le GIP, c'est
groupement d'intérêt public, Littoral Aquitaine, donc qui réunit, Arnaud, donc la région, les départements, les communautés de communes littorales. Voilà, donc c'est un ensemble important. Et puis avec le GIP, donc le BRGM, l'ONF, les services de la DDTM, je remercie d'ailleurs M. Vigneron, directeur de la DDTM, d'être aussi avec nous ce soir. Et puis bien sûr, je dirais nos cabinets d'études, la CASAGEC et Artelia, dont je crois là aussi la compétence est très largement reconnue et avec qui donc nous avons travaillé, je le disais, durant 3 ans. Merci aussi M. Rioué et M. Saillard d'être avec nous ce soir. Voilà, donc c'était très simplement en termes d'introduction un petit peu générale. Vous allez voir que le contenu de cette soirée est riche, ça a été dit. Nous aurons en fin de présentation, bien sûr, comme il se doit, un temps d'échange et puis profiter des spécialistes qui sont là ce soir. N'hésitez pas à leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Alors, juste 2 petites précisions avant de passer la parole à M. Guéguin. Il y a un document de synthèse qui a été fait sur les scénarios qui seront présentés, enfin, qui vont vous être présentés, qui vous sera diffusé en fin de réunion. Et on a prévu, juste sur le timing que j'avais oublié de donner, on a prévu de terminer aux alentours de 21h, ce qui laissera environ, en fonction des présentations, 45 à 50 minutes de débat. Monsieur Guéguin, vous avez la parole. Et s'il y a des gens il y a des places un petit peu, s'il y a des gens qui sont mal assis, vous pouvez peut-être vous installer. Avant le début de la présentation, ne vous en privez pas, installez-vous. Il y a des places sur les côtés, il y a des places en bas devant. Allez-y, allez-y. Bonjour à tous et à toutes. Merci, monsieur le maire, pour votre introduction et la présentation du GIP. Je rajouterai juste que le GIP, c'est bien une structure partenariale entre les collectivités d'un côté et l'État, et qui prend la suite d'une mission interministérielle d'aménagement de la côte aquitaine qui a travaillé sur le littoral aquitain des années 70 à 80. Et donc le GIP, c'est une structure, un outil à disposition de l'État et des collectivités pour les accompagner dans l'aménagement durable du littoral. On est une structure technique qui venons en appui des collectivités et des services de l'État, avec pour objectif de mettre en œuvre un plan le plus durable possible pour le littoral aquitain. Alors les questions de recul du trait de côte, elles sont prégnantes sur le littoral de Cap-Breton. Il faut quand même avoir en tête que c'est une problématique qui touche l'ensemble du littoral aquitain, et particulièrement la côte sableuse. Je vous ai mis quelques chiffres qui me paraissaient importants d'avoir en tête pour débuter la soirée. Le BRGM et l'ONF, qui sont 2 établissements publics de l'État, estiment aujourd'hui que le recul du trait de côte est d'environ 1,5 m par an sur le littoral de la côte sableuse des Landes. Si ce recul du trait de côte se prolonge dans les années à venir, jusqu'en 2050, c'est en moyenne 50 mètres qui pourront être perdus sur l'ensemble de la côte aquitaine. Derrière ces reculs moyens annuels, il faut avoir en tête que le recul du trait de côte, ça peut être un phénomène qui peut être brutal, comme vous l'avez certainement constaté lors de l'hiver 2013-2014, et ça peut atteindre jusqu'à 25 mètres en un hiver. Et ces 2 phénomènes un peu complémentaires, c'est-à-dire ce recul inéluctable annuel avec ces coups de butoir de la mer lors de grandes tempêtes, pourrait faire perdre à la côte sableuse dans les années d'ici 2050 l'équivalent de 1873 terrains. Donc c'est un phénomène qui est d'une ampleur extrêmement importante, qui menace l'ensemble du littoral aquitain. Donc ce phénomène, qui est un phénomène, il faut le rappeler, naturel à l'origine, peut être exacerbé par les activités humaines, et surtout il ne pose problème pour l'homme uniquement lorsqu'on a des activités humaines et des bâtiments qui sont menacés. Donc pour vous donner un petit exemple et sortir du site de Cap-Breton, là c'est une photo qui a été prise juste après les tempêtes de l'hiver 2013-2014 à Biscarrosse. Et vous voyez dans quelle mesure la mer a enlevé une grande partie de la dune. Voilà, pour vous montrer l'ampleur des phénomènes. Alors pour faire face à ce phénomène naturel, je le répète, les acteurs publics ont défini un certain nombre de documents pour accompagner les territoires. Le premier à avoir agi, c'est l'État en 2012 en définissant une stratégie nationale de gestion du trait de côte.
Et cette stratégie nationale a été déclinée sur l'ensemble du littoral aquitain par le GIP, donc par l'État et les collectivités, avec la définition d'une stratégie régionale. Et ensuite, cette stratégie régionale est déclinée par les collectivités, comme c'est le cas aujourd'hui à Cap-Breton, au niveau local. Et aujourd'hui, on a déjà 4 stratégies locales de définies. Il s'agit de celle de Lacano, des 2 agglomérations du Pays Basque, l'agglomération de Côte-Basque-Adour et Sud Pays Basque, et celle de Mimizan. Alors c'est quoi une stratégie locale? C'est de faire un choix difficile entre différents modes de gestion. Le littoral recule de façon inexorable, d'une façon naturelle, et pour y faire face, on a plusieurs solutions. Soit on essaye de s'accommoder avec la nature de ce phénomène. C'est ce que fait depuis des siècles les services des eaux et forêts en plantant des zoyas, en accompagnant les processus naturels. C'est ce qu'on peut faire aussi sur certains secteurs, c'est-à-dire laisser la nature finalement œuvrer sans y toucher. Et puis quand on a des bâtiments qui sont menacés, on a 2 solutions. Soit on vient protéger ces bâtiments, c'est ce qu'on appelle la lutte active. Elle peut être dure par la mise en place d'enrochements, d'épis, d'épérés. Elle peut être souple en remobilisant le sable qu'on n'aurait pas, en mobilisant du sable. C'est des actions qui sont menées par exemple sur le bassin d'Arcachon ou sur Anglette, mais aussi avec le bypass à Cap-Breton. Et quand on ne peut pas protéger, qu'on ne veut pas protéger des bâtiments, la solution pour éviter que des biens et des personnes soient mis en danger, c'est ce qu'on appelle le repli stratégique. Donc c'est soit une déconstruction, c'est-à-dire qu'on va venir déconstruire une maison, soit on va la déplacer quand elle est déplaçable. Donc voilà le panel des solutions que les collectivités peuvent mobiliser, en sachant qu'au niveau régional, l'inaction, laisser des bâtiments tomber à la mer, n'est pas préconisé. Alors un petit point de détail qui me paraissait important que vous ayez à connaissance, c'est l'impact que peuvent avoir les ouvrages sur le fonctionnement du littoral. On le voit très bien sur la photo de Biscarrosse, l'ouvrage qui a été mis en place pour protéger les maisons. Il va avoir un impact à la fois sur le niveau de la plage, on le voit, la plage a baissé, et puis il va avoir aussi un impact juste en aval, c'est-à-dire juste après l'ouvrage, avec une érosion exacerbée. Donc les solutions classiques de génie côtier, elles ont des inconvénients sur le fonctionnement sédimentaire, sur le fonctionnement du littoral, et ces éléments-là doivent être pris en compte lorsque la collectivité, quand l'action publique, quand les acteurs publics doivent trouver la solution au niveau local. Alors comment on trouve la solution? Ce sera mon avant-dernière diapo. On a mis en place au niveau régional un certain nombre de méthodes pour accompagner les élus, pour accompagner les techniciens, pour accompagner à la fois les collectivités et les services de l'État. C'est une démarche assez classique qui se déroule en 3 grands temps. Une phase diagnostique, c'est quoi le problème? Quels sont les reculs du trait de colle qu'on observe, ce qu'on appelle l'aléa? Quels sont les biens, les activités qui sont menacées? Ensuite, c'est de définir au niveau local les priorités entre l'activité balnéaire, la protection des biens et des personnes, pour ensuite définir un certain nombre de scénarios qui permettront ensuite de fonder la prise de décision. Donc cette phase stratégique, elle est extrêmement importante. C'est une phase où en fait, on va définir pour chacun des territoires les différentes solutions possibles, et avec des outils modernes d'analyse coût-bénéfice et d'analyse multicritère, je pourrais revenir tout à l'heure s'il y a des questions, permettent de faciliter la prise de décision. Avec, in fine, une phase de formalisation et de validation qui est extrêmement importante, qui est en gros de définir comment le choix, la solution retenue va pouvoir être concrétisée d'un point de vue opérationnel sur le territoire. Donc c'est ce choix-là qui va vous être présenté ce soir. Un dernier point, pour vous donner un petit exemple, là je vous ai mis une diapo, je ne sais pas si c'est très difficilement lisible, c'est des documents qui sont publics, donc vous pourrez les retrouver sur Internet, et si besoin, je les passerai, les communiquerai à la mairie. C'est les choix qui ont été fondés sur un territoire voisin, qui est celui de la Côte Basque, et qui, en gros, assoit à côté de choix techniques opérationnels de protection, de rechargement, de confortement de dunes, des actions plus souples, enfin plus soft de connaissance, de surveillance de l'évolution de trait de côte, de prévision, d'alerte, de gestion de crise. Voilà, il faut avoir en tête qu'un recul peut être brutal et qu'il faut être prêt à gérer une crise. Et puis, de prévenir, d'intégrer dans l'urbanisme ces choix-là. Donc voilà, c'est un ensemble d'actions qu'une collectivité doit identifier pour
pour mettre en œuvre, pour faire face au recul du trait de côte. Et ma dernière diapo, c'est un petit point d'avancement au niveau régional pour que vous ayez une idée à l'échelle du littoral aquitain de l'avancement de ces stratégies locales. Donc aujourd'hui, on va parler de la stratégie locale Le Cap-Breton. Il y a déjà 4 stratégies de finaliser, les deux les deux basques, celle de Mimizan, celle de Lacanau, et puis on a encore en cours celle du bassin d'Arcachon et de la pointe du Médoc. Donc voilà, les élus de Cap-Breton et la mairie sont accompagnés du GIP pour trouver la solution, mais c'est aussi une dynamique régionale qui est en marche. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit film de quelques minutes qui dure 7 minutes, justement sur cette question-là et qui illustre parfaitement les propos de M. Guéguin. En 2012, le recul a été de 40 mètres en un an. On est à 100 mètres en 3 ans et demi. Ce cordon dunaire qui s'est fragilisé a disparu à un endroit et on a une brèche qui s'agrandit. La certitude, c'est que de toute façon, à brève échéance, l'eau va se déverser naturellement vers les zones arrières. Le sol ne supporte pas l'eau salée, alors en cas de submersion marine, ça veut dire entre 5 et 10 ans sans culture. Donc on s'expose de plus en plus du jour au lendemain à tout perdre, quasiment. La commune de Lacanau a subi en fin 2013 et début 2014 de nombreuses tempêtes, décembre, janvier, février, mars. Et à chaque tempête, les ouvrages ont subi la houle, ils ont été disloqués, mis à mal. La commune, entre chaque tempête, a mis tous ses moyens en œuvre pour reconstruire, refermer les brèches qui s'étaient ouvertes pour limiter les dégâts. Ce qui n'a empêché que fin mars, ça a été le coup de grâce et l'ouvrage s'est totalement disloqué et on a eu un recul du front dunaire que vous voyez là, à peu près d'une dizaine de mètres. Ce qui est intéressant, c'est que les stratégies qui vont devoir être adoptées peuvent justement complètement changer la station, mais j'espère que ce choix-là ne sera pas défini uniquement par les critères financiers, parce qu'on sait aujourd'hui que si on devait relocaliser la zone du front de mer, ça coûterait en moyenne autour de 300 millions d'euros. Donc le choix va être difficile parce que la commune seule ne pourra pas supporter la relocalisation. Ici, à l'endroit où on est, vous aviez 2 rues qui ont disparu avec le temps, sur un siècle. Vous voyez, cette fameuse casquette, en fait, ce sont des poutrelles qui partent du bord de la falaise, qui traversent la route et qui maintiennent tout le terrain. Et puis après, vous avez en contrebas la digue 83 qui préserve le village. Suite aux travaux de 83, la ville a été fortement endettée et on commence là à voir la fin de ces remboursements. Le Holtois, il sait que depuis toujours, il a toujours payé pour se défendre contre les éléments et puis que finalement, on recule. Finalement, on recule quand même, tout en payant. On a décidé du statu quo, surtout de ne pas faire de défense, parce que le coût des défenses était absolument énorme par rapport aux biens qui étaient en cause. L'argent public est rare, il doit être consommé à bon escient. Et lorsque la protection coûte beaucoup plus cher que le rachat des biens, on choisit le rachat des biens. La question
qu'il faut se poser, c'est est-ce que la somme des investissements récurrents, ça ne s'arrêtera jamais le Van Gogh, qu'il faudra consacrer, est à la hauteur des valeurs qu'il faut protéger. Cette station d'épuration est relativement récente, elle est moderne, son taux d'épuration est de très très bonne qualité. Et donc pour nous, il se pose bien la question de savoir si on la protège. Vous voyez là-bas, juste derrière, on voit du sable blanc. Ça veut dire que la dune avance vers la station d'épuration. Donc elle est menacée par l'avancement de la dune. Mais elle nous est chère, pas simplement financièrement, mais elle nous est chère parce que c'est toute la vie urbaine et toute la vie balnéaire qui dépendent de sa pérennité et de son fonctionnement. Donc voilà un des enjeux pour lesquels nous allons regarder la somme coût-avantage. Qu'est-ce que ça coûte de protéger? Quelle est la valeur de ce que l'on protège? On a perdu environ 5 à 10 mètres du trait de côte et avec des érosions qui sont très très variables de hauteur de dune, des hauteurs de falaise, pardon, de 2 à 4 mètres. On aurait pu très bien profiler cette dune avec des bulldozers. On a plutôt fait le choix d'une méthode douce et de matelasser tout ce qu'on pouvait matelasser à l'époque, c'est-à-dire les endroits où les branches pouvaient faire leur effet par rapport aux tempêtes. Avec le temps, le vent les a rasés, les a diminués de hauteur, les pentes se sont adoucies et là on a pu commencer à intervenir, à couvrir ces endroits avec des branches. Quand un géologue regarde le littoral, il sait que c'est un milieu qui est éminemment mobile, donc qui varie énormément dans le temps. Donc quand on pense aux risques par rapport aux enjeux, à la population, on sait qu'il faut s'adapter par rapport à ces mouvements qui peuvent être très forts, très importants. Quand on a des enjeux qui sont menacés par cette érosion, on peut laisser faire la nature et abandonner éventuellement ces enjeux. Donc, c'est par exemple les blocos, les bunkers qu'on retrouve sur la plage. Deuxième possibilité de stratégie, c'est on accompagne ces mouvements naturels de la nature avec des solutions de protection qu'on dit souples. Donc on peut procéder à du rechargement en sable par exemple. On peut mettre de la végétation sur les dunes pour freiner un petit peu cette érosion, pour l'accompagner, pour se donner le temps de repenser peut-être le front de mer. Une autre possibilité, c'est de vouloir avoir une solution de lutte active, dure, contre l'érosion et de mettre par exemple des enrochements, des ouvrages de technique lourds qui vont avoir vocation à fixer le trait. Et ce que l'on sait, c'est que cette solution, elle est toujours éphémère, puisqu'elle a la même durée de vie que la durée de vie des ouvrages, donc c'est 20, 30 ans selon les types d'ouvrages. Et au bout de cette période-là, il faudra de toute façon repenser l'organisation. Et enfin, la dernière possibilité de stratégie, c'est de repenser l'organisation du front de mer et éventuellement de relocaliser, de réorganiser tous les enjeux en retrait, de faire ce qu'on appelle un repli stratégique. On se rend bien compte que vouloir lutter contre la nature, vouloir l'ignorer ou la mépriser, ce n'est pas une solution durable. Et nous nous rendons compte que des choix d'aménagement qui ont été faits par nos prédécesseurs il y a 50, 60 ans ou plus ne sont plus tenables. Donc l'idée d'avoir une stratégie qui puisse ponctuellement consister à reculer des activités est une idée intéressante, est une idée nouvelle. Mais il faut l'expérimenter. Il faut savoir quel sera le financement nécessaire. Il faudra créer les outils juridiques également de ces politiques. On touche à la propriété privée, donc si les outils juridiques ne permettent pas de le faire, ce n'est pas la conviction seule qui sans doute le permettra. Pour faire face aux enjeux liés au littoral, le ministère de l'Écologie a élaboré une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, cohérente et adaptée aux spécificités locales. De la protection contre la mer et des éléments océans à des démarches de relocalisation ou de recul maîtrisé dans des espaces plus naturels. L'heure est aujourd'hui à sa mise en œuvre en concertation avec tous les acteurs locaux. Avant de passer à la présentation de la situation à Cap-Breton, des études et du scénario qui est proposé, si vous avez des questions sur ce qui vient d'être présenté de manière un petit peu globale à l'échelle du territoire national, on peut prendre quelques questions. Sinon, on passe directement à la présentation de la situation de Cap-Breton. Tout le monde attend la situation de Cap-Breton. Donc, Monsieur Marco, vous avez la parole.
Je vais me mettre à l'ombre parce qu'il fait un peu chaud ici. Voilà, dans cette présentation, on va essayer de regarder ce qu'il y a de particulier à Cap-Breton par rapport aux situations nationales qui nous ont été exposées dans ce film très complet où on a vu qu'il ne faut pas toujours essayer de lutter, il faut de temps en temps composer. Je prends souvent l'image du judoka qui se sert de la force de l'autre pour essayer de le déstabiliser. Nous, on ne va pas déstabiliser l'océan, mais on va essayer de faire avec chaque fois que l'on pourra. Donc à Cap-Breton, on a un phénomène d'érosion. Il se dit souvent que c'est depuis qu'on a construit la digue nord que le littoral recule au sud. Vous verrez tout à l'heure que la réalité ne corrobore pas cette croyance. Le recul du trait de côte ici est très influencé par la présence du gouffre. Vous savez que nous avons un canyon dont la tête est très très près de la rive du littoral, et ce canyon avale un peu de sable, mais aussi transforme les courants. On verra si c'est bon pour nous ou si c'est mauvais. Et enfin, nous avons déjà mené des actions depuis un moment, ça a été déjà souligné en introduction, je ne vais pas m'y attarder, mais je crois qu'il y a dans la salle quelques citoyens de la Dune qui ont travaillé pour restaurer ce cordon dunaire, parce que le cordon dunaire, c'est la dernière digue avant l'envahissement des terres, donc il faut y faire très attention. On a construit des épis, on a mis en place le bypass, dont on reparlera au cours de cette... Bon, ben voilà. Merci. On a une situation particulière qui est liée à la présence des mouvements de chasse d'eau. On verra tout à l'heure des images qui démontrent qu'il y a longtemps que sur Cap-Breton, on s'obstine à vouloir un port et à le protéger lorsque nous l'avons. Et dans cette situation-là, il y a un phénomène que le BRGM appelle l'épi, un épi. On peut rester là-dessus. Si on pouvait faire monter la marée, la faire descendre, ça serait bien. Sinon, on va comprendre comme ça. Voilà. Donc, quand il y a marée montante, la dérive littorale, c'est le mouvement du sable qui est globalement du nord au sud. Quand il y a marée montante, la dérive littorale, elle est un peu happée par le courant montant. Et quand il y a marée descendante, la dérive littorale, elle est un peu détournée par le courant descendant. Ce n'est pas du 100%, mais ça veut dire que ce n'est pas la même chose que la côte de Lacanau ou de Mimizan, où la dérive littorale va tout droit sans rencontrer de difficultés particulières. Il en résulte que le lac, qui a été relié d'ailleurs par la volonté de l'homme au Boucarotte, joue un effet de chasse d'eau, chasse et écarte un petit peu le sable, et qu'il se crée aussi, les marins qui sont ici, j'en ai vu quelques-uns, savent le problème que pose le banc de sable juste au large. Donc s'il n'y avait pas la digue nord, ce sable qui descend serait quand même perdu parce qu'il serait poussé par le Boucarotte. Et quand il rentre, ce qui est le cas d'ailleurs, il nous embête bien puisqu'il vient encombrer le chenal et il rentre même jusque dans le lac d'Hossegor, dont le dragage est un sujet constant et compliqué. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais tous les éléments qu'on vous montre seront accessibles sur le site internet de la ville de Cap-Breton. Et nous déposerons, pour ceux qui ont vraiment besoin d'aller très loin dans la connaissance scientifique, nous déposerons sur le site internet les études qui ont été faites par Casagec et Artelia, que je ne me hasarderai pas à développer ici. Le deuxième particularisme qu'il y a, c'est que si vous regardez une carte, vous voyez qu'il y a ici une inflexion d'à peu près 15 degrés, qui, mine de rien, fait que quand la houle attaque la plage au nord, elle attaque avec un angle de 30 degrés, et quand elle l'attaque au sud, elle attaque avec un angle de 15 degrés. Et quand il y a un angle, on appelle ça l'incidence de la houle, quand il y a une incidence un peu ouverte, on a des successions de mouvements, les vagues traînent le sable de nord au sud. Quand l'angle est un peu moins important, évidemment, ce mouvement est moins important. Quelquefois, on nous dit, mais pourquoi vous ne faites pas des épis au sud, au blocos? Eh bien, faire des épis lorsque la houle est presque perpendiculaire au littoral, ça ne sert pas à grand-chose. J'aime bien ces trois images parce que je vais vous en donner des dates approximatives. Celle-ci, vous la trouverez, si vous êtes curieux, sur le site de l'IGN, l'Institut de géographie nationale. Leur site s'appelle le Géoportail et vous pouvez accéder à des campagnes de photos aériennes. Celle-ci donc date de 1922. En 1922, on n'avait pas encore canalisé la sortie du port. Ce qui était vraiment canalisé, c'était la relation entre le lac d'Hossegor et le Boucarotte. Ça avait été fait au XIXe siècle sous Napoléon III. Mais on voit qu'ici, le littoral de Hossegor, imaginez les terrasses de l'océan, elles sont quelque part par là.
l'urbanisation. Aujourd'hui, la plage, elle arrive ici. Donc, quand il n'y avait pas la digue nord, le sable venait obstruer le canal, et pour autant, les plages qui sont ici n'étaient pas considérablement plus grandes que ce qu'elles sont ici. Là, on est au-delà de 1950, puisque ce bâtiment-là, il a été construit en 1952. Donc il y a aussi tout un avantage à regarder des photos anciennes, à les interpréter, pour essayer de se faire une opinion en dehors de tout ce que les scientifiques peuvent nous apporter. Cette image est intéressante, enfin cette série d'images est intéressante parce qu'elle montre que ça fait quand même longtemps que l'homme s'est établi au bord de la mer à Cabreton. Ce n'est pas juste l'histoire du balnéaire depuis le Front populaire. En 1900, il y avait déjà des installations humaines. Il y avait déjà des installations humaines en front de mer, mais tout simplement parce que, comme l'a dit le maire en introduction, nous avions le gouffre, nous avions l'Adour, et donc la ville était au bord de l'eau puisque c'était un port. Ce qui n'est pas le cas des autres villes landaises, qui, n'étant pas des ports, se sont installées plutôt à l'écart du littoral. Donc il y a longtemps que l'homme s'est installé et qu'il s'est aussi protégé en construisant ici un mur de défense. Cette image-là est particulièrement intéressante. On peut dire que la prise de vue date du début des années 60, puisque ça a été construit en 1950. Le château d'eau, je crois, Hugo, date de 1957. Et pour les Cabretonnais, il n'y a pas encore l'hôtel Miramar, qu'il n'y a plus maintenant d'ailleurs. L'hôtel Miramar, il date des années 60. Et pourtant, si vous regardez bien au fond, là, les blocos, ils sont déjà par terre. Ça veut donc dire qu'au début des années 60, le littoral avait déjà bien reculé, alors que les extensions de la digue nord n'avaient pas encore été faites. Quelques images ici que vous pourrez retrouver facilement, ça c'est aux archives départementales. Cette image, c'est un plan qui a été fait en 1923. Donc vous voyez, juste après, presque à la même date que la photo hygiène que je commentais tout à l'heure, en 1923, eh bien, les ingénieurs proposaient au pouvoir public de canaliser cette partie-là du Boucarot. Donc vous avez vu sur la photo tout à l'heure qu'elle n'était pas canalisée. Et cette image, elle est intéressante aussi parce qu'ils avaient fait un relevé des marées hautes de Vivezo, les grandes marées hautes, des marées basses, des marées hautes de Mortezeau. Donc, on a un relevé de ce qu'était la hauteur de la mer en 1923, il y a presque 100 ans. Et donc, on s'aperçoit que la limite urbaine ici, et la limite des marées hautes de Vivezo, est à peu près la même que maintenant, puisque c'est le mur. Ça ne peut pas aller plus loin, heureusement. Donc, je vous recommande de bien regarder cette image et de regarder jusqu'où montaient les marées hautes du côté de Notre-Dame. Ici, il y a deux images de rapports qui sont intéressants. Celui-ci date de 1814 et c'était déjà de la nécessité d'un port. Donc vous voyez, depuis que les Bayonnais nous ont volé l'Adour, j'espère qu'il n'y en a pas trop ici, depuis que les Bayonnais nous ont piqué l'Adour, on n'a de cesse que de vouloir faire un port à Cabreton. Ce n'est pas juste pour les plaisanciers, parce qu'en 1814, la marine de plaisance, ça n'existait guère. Et en 1962, il y a un deuxième rapport, vous pourrez le trouver, moi je l'ai vu sur Internet et je l'ai lu, en partie en tout cas. Il est très intéressant parce que le rapporteur ici affirme que ce sont les Cabretonnais qui ont découvert l'Amérique bien avant que Christophe Colomb se soit échoué par erreur au sud. Ils poursuivaient les baleines, ils allaient à la morue et ils ont découvert l'Amérique bien avant. Donc c'est la première preuve. Et je crois que dans les archives de Gênes ou de Séville, on n'a pas trouvé de contre-indication. Donc ça reste vrai. Je vous laisse une série d'images, celle-ci est quand même très ancienne, qui montre que l'établissement humain au bord de l'eau ici est de longue date. Donc ces données locales étant précisées, donc c'est le gouffre, c'est l'histoire, c'est la géographie et l'histoire, c'est l'installation humaine parce qu'il y avait matière à s'installer. On va chercher une stratégie adaptée à notre situation. Est-ce que je parle trop vite? Ça va? Alors, je continue comme ça. Donc, on a fait des aménagements au début des années 2000, en 2003. Certains se rappellent qu'avant, on faisait des transferts de sable avec des camions. Il y avait une noria de camions qui traversait la ville. Ça coûtait aussi cher de transporter avec des camions 30 000 m3 que de transporter 100 000 m3 aujourd'hui avec le bypass. Sauf que le bypass, c'est un plaisir de venir le voir regarder. Les camions, je ne crois pas. De venir le voir fonctionner, pardon, les camions, je ne crois pas. Ça fait donc 3 ans, monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, que nous travaillons avec le bureau d'études Casagec, qui est un spécialiste des questions maritimes. Et
nous avons bâti une stratégie qui consiste, comme ça a été expliqué par Arnaud Guéguin, à voir face aux enjeux quelles sont les solutions possibles. Et regarder ça avec des critères d'analyse extrêmement variés, et pas que financiers. Donc cette étude sera déposée sur notre site internet. Accrochez-vous aux branches, hein, c'est une étude d'ingénieur. Hein. Moi, je ne suis pas capable d'aller dans le détail, mais sans doute parmi vous, il y en aura qui ont l'appétit d'aller voir un peu plus précisément comment c'est fait. Et de toute façon, les auteurs de l'étude sont ici pour vous donner quelques explications tout de suite. Dans la présentation qui suit, quand on parlera de la zone urbaine, c'est celle-ci, c'est-à-dire celle où il y a du bâti près de l'eau. La zone semi-urbaine, c'est celle-ci, là où le bâti est un peu moins dense. Et la zone semi-naturelle ou naturelle, il n'y a pas rien, il y a aussi la station d'épuration dont on parlait tout à l'heure dans la vidéo, c'est donc celle-ci. On a indiqué ici quels sont les enjeux, là où il y a beaucoup de valeurs installées et beaucoup de population. Évidemment, la sauvegarde des biens et des personnes sera très importante. Là où il y a peu ou pas d'installations physiques, le maintien du caractère naturel de notre littoral sera important. Par exemple, on aime tous ce paysage quand on arrive sur la balade au niveau du Cers. On aime bien sortir de ce paysage de front urbain pour d'un seul coup avoir le cordon dunaire. Ça nous est très cher et vous verrez que les solutions qui consistent à bâtir des murs tout le long jusqu'à je ne sais pas trop où ne vont pas nous plaire beaucoup. Alors, les scénarios qui vont être étudiés, qui ont été étudiés. Ça a été précisé par Arnaud. Ici, ils vont être décrits, non pas d'une façon générique, mais ils vont être décrits à la sauce de Cabreton. C'est ici. Donc, le premier scénario, c'est celui où on ne fait plus rien. Le deuxième scénario, c'est une évolution naturelle surveillée. On ne fait pas grand-chose, mais on regarde. Quand on ne fait plus rien, ça veut dire qu'on ne fait rien, quoi, hein. Il y a des maisons qui tombent, mais on ne fait rien, on ne bouge pas, quoi. La lutte active, c'est par exemple construire des murs. Le repli stratégique, ça a été indiqué tout à l'heure, c'est de dire on ne va pas pouvoir lutter, on va construire un peu plus loin, on ne sait pas trop comment. Le préfet de région dans le film le disait, c'est quand même la propriété privée. Le maire de Lacanau le précisait aussi, c'est des sommes colossales. Donc c'est un scénario qui est dans les livres, mais on ne sait pas trop le réaliser. Alors le scénario 0, on va passer un peu de temps sur la première diapo, parce que toutes sont construites pareil. Donc une fois que vous aurez compris l'image et comment elle fonctionne, on ira vite après. Hein. Donc chaque fois, on décrit le principe du scénario, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe. Et là, on décrit ce qui va en résulter. Ce tableau, on l'a un petit peu simplifié, il y a un peu plus de critères, mais on a regroupé des critères qui se ressemblaient. Et quand c'est très mauvais, c'est rouge, quand c'est bon, c'est vert, et quand c'est entre les deux, c'est orange, comme les feux rouges. Donc ce scénario-là, on va l'évaluer comme ça, et on va tous les évaluer de cette façon-là, avant de dire lequel on choisit et pourquoi on le choisit. On arrête le bypass, on n'entretient plus le mur de protection du boulevard François Mitterrand, on n'entretient plus les Perrets, et on voit ce qui se passe. Si on arrête le bypass, ce qui se passe, c'est que le niveau des plages descend. Il descend parce que chaque année, si on rajoute du sable, c'est bien pour compenser le fait qu'il a descendu. Et quand il descend beaucoup, il finit par être plus bas que les fondations du mur de protection de la côte. Le mur, il est fondé sur des pieux. Vous imaginez que quand la plage va être très très basse, l'eau va passer derrière le mur et les maisons qui sont derrière, elles sont fondées sur du sable aussi. Je ne vous fais pas un dessin, donc ça va un peu partir à la ruine. Donc, dans ce scénario, là aussi, je vais vous expliquer en détail la lecture du graphique. Et après, on ira un petit peu plus vite parce que ça sera toujours pareil, sauf que les zones d'invasion par la mer ne seront pas toujours au même endroit. Donc, dans ce scénario, ça ne change pas grand-chose. Sur le littoral au nord du Boucarot, c'est-à-dire la partie cabretonnaise ici et au Ségor, ça change quand même beaucoup ici. C'est-à-dire que toute la tache bleue, à travers laquelle vous devinez encore un peu l'urbanisation, c'est à l'horizon de 2060, c'est ce qui sera atteint par l'océan si on ne fait rien. Quand on descend un peu plus au sud, la zone qui est en bleu ici, c'est aussi ce qui sera atteint par l'océan dans le scénario 0. Alors le scénario 0, c'est celui qui va nous servir de référence pour un calcul, le calcul coût-avantage dont il a été un peu parlé tout à l'heure. On va garder en mémoire ce scénario. Dans chacun des autres, on va garder en mémoire la position du trait. Et
Pour chaque projet, on va regarder qu'est-ce qu'on a gagné comme espace par rapport au scénario 0. Ça sera l'avantage. Tout l'espace que je gagne par rapport au scénario 0, c'est ce que j'aurais gagné grâce à mon action. Mais on va regarder combien coûte l'action. Et le rapport des deux, c'est le bilan coût-avantage. Donc dans tous les plans qui vont suivre, vous verrez un trait pointillé qui nous rappellera la position et qui vous permettra de dire, tiens, avec ce scénario, on gagne beaucoup, avec celui-là, on ne gagne pas grand-chose. On peut y aller là, c'est bon? Allez. Le scénario numéro 1, c'est très simple, c'est de dire ce qu'on fait, c'est pas si mal que ça. Le mur qui protège la zone urbaine ne s'écroule pas. La zone de Notre-Dame au nord du Boucaro reste bien ensablée et ça recule à la savane. Donc, on continue à conserver ce rythme-là. C'est un scénario qu'on est capable de financer puisqu'on le fait déjà depuis un moment. On en connaît les points forts et les points faibles. Il a un point faible en termes de sécurisation des personnes, puisque au sud de la savane, l'opération Beau Soleil, la piste, ne sont pas protégées par ce scénario, en tout cas pas tout de suite. Protégées dans l'immédiat, mais pas dans le long terme, pardon. La mise en œuvre du scénario, c'est facile, on sait le faire, donc il n'y a pas de problème. L'impact sur l'environnement, il est pratiquement neutre. On garde une côte sud avec un paysage dunaire, donc ça nous va très bien. Ça coûte actuellement, on va dire, de l'ordre de 300 000 € par an. Alors des coûts, vous en verrez d'abord d'une année sur l'autre, on ne fait pas les mêmes volumes de transfert, donc ça ne coûte pas toujours pareil. Mais ce qui est important, c'est de rajouter à la dépense de fonctionnement une petite provision pour réparation. On a l'expérience maintenant de l'usure des pompes. On les a déjà remplacées une fois. On sait ce que ça coûte, donc, et on sait combien ça a duré. Donc on rajoute chaque année une provision pour des travaux de réparation et de grosses réparations. Le scénario numéro 2, donc voilà ce que ça donne. Si on maintient les actions actuelles, au nord, ça reste comme maintenant. Au sud, évidemment, on a gagné tout ça et on a gagné un peu. Vous voyez, le scénario avec le bypass nous fait gagner un petit peu de terrain à l'horizon de 2060 du côté de Beau Soleil. Donc, dès aujourd'hui, avec le bypass, on assure un peu de protection de Beau Soleil et de la piste. Plus on s'éloigne vers le sud, vous verrez, plus les scénarios sont à peu près équivalents. Et c'est un peu normal parce que les effets se diluent beaucoup avec la distance. Oui ? Oui, Jean-Marie l'a dit, je me permets de revenir en quelques mots, Jean-Marie, sur ce qu'on en a sous les yeux, et qui est de dire quand même que, alors on va voir après les autres scénarios ce que ça donne, mais déjà avec ce que nous faisons, et c'était d'ailleurs la vocation du bypass, on avait toujours dit que l'objectif premier, c'était de défendre le front de mer urbanisé, autrement dit le boulevard Mitterrand. Et quand je disais qu'on a été, même au-delà des espérances, on le voit très clairement ici, puisque déjà cet objectif très important est atteint. Et par rapport à ce qui se faisait quand on avait la noria de camion, quand on faisait les 30 000 m3 par camion, on ne protégeait que la partie front de mer. Depuis qu'on a mis en place le bypass, on commence à mettre du sable du côté de la savane. Le scénario numéro 2, il fait partie aussi des choses qu'il faut regarder, puisqu'il y a des questions qui se posaient là-dessus, qui consistent à dire, oui, mais peut-être que s'il n'y avait plus la digue nord, le sable continuerait de circuler et qu'on n'aurait pas tous ces problèmes au sud. Vous avez compris que quand on regarde les images des années 60, c'est assez peu vraisemblable, c'est-à-dire que l'érosion était déjà présente bien avant la construction de la digue nord, mais on l'a tout de même regardé. Dans ce scénario, évidemment, on arrête le bypass, parce que s'il n'y a plus la digue nord, on n'a plus le stock de sable. C'est clair. On arrête le bypass. On supprime, pas toute la digue nord, mais la partie extension de la digue nord. Par contre, on continue à entretenir l'estacade, parce que c'est un peu notre patrimoine et notre symbole. Et là, on va avoir un recul très important avec des constructions qui vont être perdues. Vous vous rappelez la photo de 1920, il n'y avait pas la digue nord et la plage reculait très très loin en arrière. On va aussi perdre l'accès au port de Cabreton, puisqu'on va se retrouver dans la situation aussi de l'image de 1920. Et le port, pour nous, c'est très important sur le plan économique. C'est une centaine d'emplois. Je crois que le représentant des pêcheurs professionnels est là, hein, Patrick. Voilà.
C'est plus d'une centaine d'emplois, plus tous les emplois qu'on pourrait dire dérivés. Une partie de la restauration, une partie du tourisme et la fréquentation de notre station viennent du fait qu'il y a le marché aux poissons. Donc on perd l'accès, on perd les plages de l'Estacade à terme, c'est-à-dire que dans un premier temps, elles vont peut-être profiter de l'afflux de sable qui aura été relâché par la coupure de la digue, mais ça ne va pas durer longtemps. Quant au sud, l'érosion va continuer. Donc il n'est pas sûr pour les biens, puisque les urbanisations de Notre-Dame vont tomber. Il est compliqué à gérer, parce qu'on va avoir, évidemment, on va avoir les pêcheurs sur le dos qui vont nous dire, depuis que vous faites ça, on ne peut plus travailler. Et sur l'environnement, à partir du moment où des maisons vont commencer à s'écrouler, il va y avoir un délaissement d'une partie de notre territoire. Le scénario de transparence, c'est le seul qui a un impact très négatif sur le nord. C'est normal, puisqu'on a supprimé cette digue qui stabilise le littoral, de Cap-Breton à Hossegor. Le trait pointillé ici, c'est le scénario 0, où on ne fait rien, on laisse les choses comme elles sont. Et vous voyez toute la surface de terre, mais aussi d'urbanisation qui est perdue dans ce scénario. Ici, il n'est pas très pénalisant, c'est-à-dire que dans le scénario de rupture de la digue nord, on garde quand même du sable qui arrive naturellement ici, suffisamment en tout cas, et on maintient à peu près la même chose que dans le scénario numéro 1. Le scénario numéro 3, c'est un scénario qui consiste à dire, voilà, on a vu qu'avec le bypass, on a un peu ralenti l'érosion au sud. Et avec le bypass, on tient bien la zone urbaine. Ce qu'on voit aussi, c'est que chaque année, on enlève 100 000 m3 au nord, et que chaque année, ça revient. Et ça ne fait pas que revenir. Ceux d'entre vous qui ont déjà vu des tempêtes avec de la houle de nord-ouest, vous avez vu que les vagues traversent la plage de Notre-Dame et envoient dans le Boucarotte, dans le chenal, un mélange d'eau et de sable. C'est-à-dire que comme la plage de Notre-Dame est remplie à plein bord, chaque fois que les vagues traversent, il y a du sable qui arrive dans le chenal. Et du chenal, si c'est marée montante, il va jusqu'au lac. Donc c'est plutôt embêtant de perdre ce sable et d'avoir du sable qui va nous embêter alors qu'on aurait peut-être besoin d'en transporter un petit peu plus, quoi. Les études qui ont été faites par Casagec montrent que la capacité de la dérive littorale, c'est-à-dire le volume de sable qui dérive du nord au sud, il est estimé entre 200 et 400 000 m3 chaque année. Donc dans ce scénario, on est prudent et on se fixe comme objectif le bas de cette fourchette. On se dit, au lieu d'enlever 100 000 m3, on pourrait aller jusqu'à 200 000. On n'ira peut-être pas, on pourrait aller jusqu'à 200 000. Si on s'aperçoit que la dérive littorale est plus importante, on verra ça plus tard. Donc vous verrez que dans ce scénario, on va surtout se donner du temps pour prendre les décisions lourdes, si elles sont nécessaires, plus tard, quand ça sera le moment, mais pas anticiper tout de suite sur des solutions lourdes. Donc avec ce scénario, on augmente les volumes transférés. On ne va pas le faire d'un coup, c'est-à-dire que l'année prochaine, on ne va pas passer de 100 000 à 200 000. On va passer de 100 à 130, de 130 à 160, et chaque fois, on va regarder ce qui se passe à la source, là où on prend le sable, on va regarder ce qui se passe à l'arrivée. Si par chance, à l'arrivée, il y en a assez pour que ça recule plus, ce n'est pas la peine d'en faire plus. Si à la source, on s'aperçoit que la reconstitution du stock n'est pas tout à fait comme on croyait, on va s'arrêter. Je veux dire par là, on ne va pas prendre le risque de déchausser la digue nord. Donc ce scénario est accompagné d'une période d'observation et même d'une observation continue. Il coûte plus cher, puisque si on passe jusqu'à 200 000 m3, ça va coûter à peu près dans les 2 fois plus que maintenant. Les pompes vont durer 2 fois moins de temps en année, puisqu'elles vont avoir remué 2 fois plus de sable. Il y a une variante à ce scénario sur laquelle on ne s'est pas attardé, mais ce banc de sable qui se forme là juste au sud de l'Estacade, juste au sud du phare, on pourrait aussi se dire que c'est aussi un bon gisement de sable, ça embête les marins, pourquoi ne pas mettre une drague, une suceuse refoulante, comme on a vu sur une image tout à l'heure au bassin d'Arcachon. Ça coûterait quand même dans les 3,5 millions tous les 5 ans. Et là, on est un peu coincé par la capacité financière, c'est-à-dire que si on fait ça, on ne peut pas en même temps financer le transfert par le bypass. Et donc, si parce qu'on a fait ça, on ne transfère plus par le bypass, c'est là-bas que ça va déborder. Donc, c'est un peu compliqué.
Mais ce choix-là, c'est sans doute une poire pour la soif, une réserve pour plus tard, si on s'apercevait que le scénario numéro 2 est limité dans l'augmentation des volumes. Donc ce scénario, il n'a pas d'effet sur le nord. Il a un bon effet ici. Vous vous rappelez que dans le fil de l'eau, on gagnait ici une toute petite marge. Ici, on gagne quand même beaucoup plus. Donc ça prouve ce que l'on avait un peu pressenti, c'est que, évidemment, hein, plus on augmente les transferts ici, mieux on protège les urbanisations de Notre-Dame et de la piste. Et plus on s'éloigne vers le sud, moins les bénéfices sont visibles. Mais je crois, monsieur le maire de la Benne, que déjà aujourd'hui, les Labennais considèrent que ça leur profite un petit peu, le bypass, hein, parce qu'ils voient du sable arriver qui a été remis en circuit grâce au bypass. Maintenant, si on prenait un peu la métaphore du chêne et du roseau, les solutions dont on parle, là, c'est des solutions souples, c'est plutôt le roseau, là, c'est le chêne. Hein. On est costaud, on va mettre du béton et ils vont voir ce qu'ils vont voir. Donc, dans le scénario numéro 4, on passe à la lutte active. La lutte active, ça veut dire qu'on fait un grand mur d'enrochement, comme on l'a vu sur la Cano. On peut faire un petit peu plus, un peu plus paysager. Au lieu de mettre des enrochements, on fait comme les anciens, on plante des pins jointifs. Ils sont collés les uns aux autres, 2 ou 3 rangées de pins. On peut utiliser des textiles particuliers pour faire des boudins de géotextile. Toujours est-il que dans ce cas-là, on est dans des investissements de l'ordre de 3 millions d'euros et qui ne vont pas durer tout le temps parce que si on a fait un mur d'enrochement et si la plage continue à descendre devant ce mur, ben, il va se casser la figure. Donc si on fait un mur d'enrochement, on a presque la double peine parce qu'il faut continuer à mener du sable devant avec le bypass. Sauf que ça sera quand même un peu plus difficile parce qu'il y aura quand même l'eau un peu plus haut. Donc ce scénario de rechargement, on voit qu'il a l'inconvénient d'être coûteux et de nous obliger quand même à faire des transferts permanents avec le bypass. On peut y aller. Par contre, il a des bénéfices. Ici, ça ne change rien. Et évidemment, si on a muré tout ça, ici, ça tient. Mais on l'a vu tout à l'heure et Arnaud nous l'a rappelé, dès qu'on durcit quelque part, ça augmente le recul ailleurs. Et donc, vous voyez que cette zone-là va être plus pénalisée avec ce scénario-là que si on ne faisait rien du tout. Ça veut donc dire aussi que les urbanisations qui sont là seront un peu moins tranquilles qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et ça veut donc dire qu'on va se tirer quand même une balle dans un pied, d'une façon ou d'une autre. Ça voudra dire aussi que plus tard, dans quelques décennies, pour protéger ces urbanisations, il faudra continuer le mur. Et donc, vous vous mettez au bout du cerf et vous regardez le paysage de demain avec ce genre de scénario. Je ne sais pas s'il y a des surfeurs dans la salle, très certainement. Ils peuvent nous dire aussi, si ça leur plaît, un spot de surf où on a un mur juste en face à l'arrivée. Donc ce scénario numéro 4 de la lutte dure, il a quand même beaucoup d'inconvénients. Et puis il y a le scénario numéro 5, c'est celui du repli stratégique. Il y a 2 versions du repli stratégique. La première, que je vais très vite éluder, qui consiste à dire on laisse partir, y compris la zone urbaine, et c'est l'urbanisation de la zone urbaine qu'il faut réinstaller ailleurs. Il faut trouver les terrains, il faut trouver l'argent. Un scénario un peu plus raisonnable serait de dire la zone urbaine, on sait quand même la protéger aujourd'hui avec le transfert de sable, on pourrait n'abandonner que la zone semi-urbaine. C'est-à-dire que là, on va préparer un repli stratégique pour que les gens, s'ils veulent rester à Cabreton, puissent trouver des opportunités sur le territoire communal. La question de savoir qui paye et combien ça coûte, c'est une autre histoire. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas finançable par une collectivité comme la nôtre, de la même façon que le maire de la Cano disait le repli stratégique, c'est joli, mais enfin, c'est une vue de l'esprit actuellement. Donc, dans le repli stratégique pourrait être quand même intéressant si on était capable de faire déplacer les constructions menacées très longtemps avant que l'océan les attaque. Si on pouvait les sortir très longtemps avant que l'océan les attaque, on pourrait reconstituer une dune assez large qui reconstituerait une digue. Mais si on les déplace lorsque l'océan est au pied des constructions, ça ne sert à rien. On ne pourra pas remplacer ces terrains-là par une dune. Je suis un peu lent, monsieur Dupuis. Ça va? Quand je vois bouger, c'est qu'il regarde la montre, ça va? On continue et c'est bientôt fini.
Donc le scénario du repli stratégique, ça veut dire qu'ici, on continue à apporter un peu de sable, mais on se prépare à replier les installations menacées à long terme. On voit ici que c'est en 2060 qu'on arrive à ce niveau-là. On se prépare à les replier. Alors, il y a eu une proposition parlementaire de loi qui a été déposée par la députée du Médoc, Mme Pascale Gau, et sa collègue, Mme Chantal Berthelot. Elle a presque fini cette proposition de loi, puisqu'elle a fait un premier aller-retour Assemblée-Sénat. Elle est revenue à l'Assemblée, elle est sur le bureau du Sénat, mais il y a eu donc les élections et un arrêt de la mandature. On verra si ça recommence. Mais en tout cas, pour l'instant, nous n'avons pas les processus juridiques et urbanistiques qui permettent de faire du repli stratégique. On va faire le bilan. Ça va être vite fait. Je pense que dans ma présentation, vous avez compris que le scénario S3, c'est-à-dire celui où on continue les transferts de sable et on les augmente. Je vais simplement oublier de vous dire qu'un mètre cube de sable qu'on enlève de Notre-Dame, ça coûte à peu près 4 €. Quand ce sable est tombé dans le chenal, le sortir, ça coûte 8 €. Si ce sable est allé jusque dans le lac, le sortir, ça coûte 20 €. C'est des chiffres très arrondis. Alors, bon sens, c'est bien sûr, autant le sortir à 4 € qu'attendre que ça coûte 20. Donc, vous avez ici les critères qui ont été étudiés. Sécurité sur les personnes, facilité de mise en œuvre, solidité. On vous l'a dit, il n'est pas très solide, puisque ça va reculer quand même un petit peu. Impact sur l'environnement, c'est bien, puisqu'on ramène du sable sur du sable, ça se passe bien. Les travaux eux-mêmes, c'est plutôt même un spectacle de venir voir fonctionner le bypass. Et les travaux, une fois qu'ils sont réalisés, n'ont pas d'incidence particulière sur l'environnement. On a les outils juridiques adaptés. Et donc, c'est ce scénario numéro 3 qui a été retenu par la commune et proposé au comité de pilotage qui a retenu ce choix aussi. Un petit résumé, la plage de Notre-Dame est stable. Le secteur central, le secteur urbain, est protégé grâce aux apports du bypass. Le secteur de la savane et de la piste ne sera pas protégé pendant une éternité, mais on peut gagner du temps. Et le temps que l'on gagne nous permet d'observer les choses, de voir s'il y a des évolutions législatives et réglementaires aussi, d'ailleurs, par rapport aux stratégies de repli. Et ça nous permet aussi d'attendre pour faire, s'il le faut, un enrochement, que ça soit vraiment, vraiment, vraiment nécessaire. Cela signifie que dans les années à venir, on va avoir des périodes d'observation du recul du trait de côte. On va mettre en place un comité de suivi. S'il y en a parmi vous qui sont intéressés, vous vous inscrivez sur le site internet de la commune. J'ai envie de faire partie du comité de suivi. J'ai envie de regarder comment ça se passe. On va aussi, ça manque beaucoup, mettre en place... On peut avancer ? Encore ? On va mettre en place ce point-là qui est très important. Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, ici à Cabreton, on n'est pas dans le déni du risque. Depuis longtemps, les gens qui nous ont précédés à Cabreton savent que ça bouge, qu'il faut s'accommoder de cette nature puissante, mais en même temps très attractive. Et ce que l'on voudrait maintenant, c'est qu'après ce moment, ce temps de 3 ans où que l'on a passé à apprendre sur les risques, on aimerait bien que cela ne s'arrête pas. Nous avons créé un groupe qu'on appelait les ambassadeurs, j'en ai vu quelques-uns dans la salle. Ces ambassadeurs, c'est des personnes, on dirait de la société civile, comme si tous les autres étaient des militaires d'ailleurs. Ce sont des personnes qui sont marins, qui sont commerçants, qui sont habitants riverains. Une trentaine de personnes avec lesquelles on a fait des confrontations de notre scénario et de notre présentation. Ils nous ont d'ailleurs aidés à le simplifier en nous disant ne faites pas trop un truc d'ingénieur parce qu'on ne comprend pas bien, quoi. Donc, si la présentation est claire aujourd'hui, c'est déjà un peu grâce aux ambassadeurs. Ensuite, ces ambassadeurs ont pris un engagement, c'est qu'on pourra s'appuyer sur eux pour pérenniser, diffuser la culture du risque. Mais ils ne sont que 25. S'il y en a parmi vous qui se sentent intéressés par le fait de dire « j'ai compris ce qui se passe, c'est pas traumatisant, mais il faut faire attention », et je suis prêt à raconter ça à des touristes qui viennent chez moi, que j'héberge, à des amis de passage, mais plus on sera nombreux à porter la culture du risque, mieux ça sera. Merci pour votre attention. Alors, juste avant de vous donner la parole, et je pense qu'il y a des questions, peut-être des précisions à demander, parce que la présentation était dense, il y avait beaucoup de choses, même si elle a été simplifiée. Monsieur le maire, peut-être 2 ou 3 mots pour compléter ?
Vous avez un micro là. Pour compléter ou pour, oui, après pour ouvrir le débat. La présentation de Jean-Marie Marco, je ne vois pas vraiment ce que je peux compléter. Tant je crois la présentation a été à la fois détaillée et simplement expliquée. Non, moi, ce que je veux dire en 2 mots, hein, c'est que, bon, vous l'avez compris, le scénario qui a été retenu, de mon point de vue, présente évidemment plusieurs avantages. J'en retiendrai un. Jean-Marie l'a dit à un moment donné pendant la présentation, qui est de dire que, rappelez-vous, nous sommes à un horizon 2060-2100. Donc il faut se préoccuper des choses dès aujourd'hui. Mais pour autant, nous avons du temps. Quand je dis qu'il faut se préoccuper des choses aujourd'hui, de fait, on le fait depuis plusieurs années maintenant. Je ne reviens pas sur le bypass et sur les camions avant. Hein. Donc la prise de conscience, elle ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que les élus, à Cabreton comme dans beaucoup de communes littorales, l'ont eu. Mais ce que je veux dire, c'est que ce scénario est un scénario qui, comment dire, permet effectivement de donner du temps au temps, c'est-à-dire pour ceux qui nous succéderont, d'apprécier plus tard, dans quelques années. On a prévu des clauses de revoyure, donc un suivi très régulier, dans 5 ans, dans 10 ans, je n'en sais rien, de mesurer les effets d'une solution qui n'est pas une solution brutale et définitive, mais qui au contraire donne la possibilité de pouvoir évoluer et changer demain. Et ça me semble très très important. Et puis, il y a évidemment ce caractère naturel de nos côtes auquel on tient, et ça n'engage que moi, mais je crois aussi beaucoup, d'imaginer un enrochement qui court sur 800 mètres ou 1 km le long de notre cordon dunaire à partir de la savane. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, me semble à peu près insupportable. Voilà. Mais une fois de plus, on verra demain. Vous avez... La présentation est terminée. Maintenant, vous avez la parole pour poser des questions, faire des commentaires, demander des précisions. Voilà. Monsieur. Oui, bonsoir. On a très bien compris la présentation qui est bien ciblée sur Cap-Breton. Et on a très bien vu également tout l'impact sur le littoral de Osgore, la Benne et ainsi de suite. Quel est le niveau de coopération dans l'action qui a été présentée, qui est menée avec les différentes communes avoisinantes, puisqu'on est sur un trait de côte commun? Monsieur le maire. Alors, j'ai parlé sous contrôle de monsieur le maire de la Benne. On lui passera la parole juste après. Ici présent. Jean-Luc, si tu veux apporter des éléments de réponse. Il y a quelque chose un élément sur lequel Jean-Marie est intervenu. Je crois qu'il faut le rappeler, le repréciser. Je l'ai dit moi-même en introduction, quand on agit ici, on peut faire du mal ailleurs. Ça a d'ailleurs été le cas lorsqu'on a fait, lorsqu'on a mis en œuvre le bypass, et vous vous rappelez, on avait reconfiguré les épis. À l'époque, c'était la Sogréa, ce n'était pas la Cassagec, qui a pris le relais depuis, et qu'on avait très bien vu qu'en fonction du dimensionnement des épis, de la longueur notamment, plus on les allongeait, et plus c'était bénéfique pour nous, évidemment, mais ça se faisait bien sûr au détriment du sud, puisque vous l'avez constaté, d'ailleurs Arnaud Guéguer l'a montré sur l'image là de Biscarrosse, on sait très bien que quand on crée un épi, ça creuse très fort derrière. Et de manière certaine, ça se serait fait, Jean-Luc, mais ça avait été, je dirais, clairement établi, au détriment notamment de la commune de la Benne. Donc c'est la raison pour laquelle on avait pris une solution, on va dire, intermédiaire, pour effectivement essayer, je dirais, de préserver Cabreton et de préserver le sud. Voilà. Donc ce sont aussi des choses dont il faut faire attention. Pour répondre à votre question, bien sûr que nous sommes dans le cadre d'une stratégie locale, mais ça a été dit, cette stratégie doit être partagée et intégrée. Et c'est la raison pour laquelle donc, un COPIL, c'est-à-dire un comité de pilotage, avait été constitué, Jean-Marie, qui s'est réuni plusieurs fois avec bien sûr les représentants de la DDTM, des personnes associées donc, à la stratégie locale de Cabreton, dont bien sûr figuraient des membres de la commune de Sources-Segor et de la Benne notamment. Monsieur Marco. Oui, donc non seulement ces 2 communes étaient membres du comité de pilotage, mais la définition des secteurs de littoral
pour élaborer les stratégies, qui a été proposée par le GIP, ne nous a pas laissé le choix, si nous avions voulu, d'être tout seuls. Le segment de littoral qu'il fallait étudier, n'est-ce pas Arnaud, c'était le segment des 3 communes, puisque forcément il y a une interaction. Donc cette association des communes était déjà dans l'étude géomorphologique qui a permis de faire les segments de littoral. Oui, je vous le confirme, c'est comme un point extrêmement important sur l'ensemble du littoral aquitain, c'est-à-dire le périmètre d'études, d'études et de réflexion sur les stratégies locales a été défini au niveau régional par l'Observatoire de la côte aquitaine, qui a défini ce qu'on appelle des cellules hydrosédimentaires, donc c'est un peu barbare, c'est en fait le périmètre d'action, limite d'action sur le littoral, hein. C'est-à-dire que tout ce qui se passe au sein d'une cellule littorale reste au sein de la cellule littorale. C'est un peu l'équivalent, pour ceux qui connaissent le bassin versant sur le continent. La cellule, c'est l'échelle à laquelle on a proposé aux collectivités de travailler. Et effectivement, sur le cas de Cap-Breton, ça a nécessité de travailler avec Osgore et la Benne, et c'est ce que la collectivité a fait. Monsieur, on va demander au maire de la Benne peut-être de nous donner son regard. Oui, je confirme qu'il voici 10-15 ans, nous n'avions à la Benne plus de plage à marée haute, 10-15 mètres de plage. Et je confirme ce qui a été dit tout à l'heure, que le bypass nous a apporté du sable, pas qu'à nous, mais même au-delà, et qu'aujourd'hui on a retrouvé une plage un peu plus haute et évidemment moins de difficultés. Quant à la stratégie locale, elle s'inscrit bien entendu dans une stratégie départementale. Je suis d'ailleurs chargé au département des Landes de suivre sur l'ensemble du littoral landais ces stratégies, qui elle-même s'inscrit dans une stratégie régionale, et on participe également à Bordeaux et au Conseil maritime de façade atlantique à cette déclinaison. Rien ne se fait sans qu'il y ait un regard plus important vers le haut et également vers le bas, vers les autres communes. Évidemment, tout ça est cohérent et c'est bien la difficulté de l'exercice parce que ça peut avoir des effets négatifs sur certains littoraux. Merci. Monsieur, je m'approche. Oui, bonsoir, Jean-Yves Com, Cap-Bretonnais et puis aussi membre d'Égalitaire, qui a quelques ambassadeurs. Je voudrais revenir sur le repli stratégique. Ne pensez-vous pas que même s'il est difficile aujourd'hui d'aller vers cette voie, il faille y réfléchir, c'est-à-dire préparer l'étape d'après, après 2060, après 2100. Et je pensais à des solutions qui peuvent être déjà de faire un gel au niveau immobilier, voire peu à peu peut-être des préemptions sur des terrains qui se libèrent, et ça pourrait permettre, comme disait M. Marco, peut-être de préparer des côtés dunaires ou de préparer l'après, mais quand même d'avoir à l'esprit de réfléchir à l'après, et on ne sait pas trop ce qui peut nous arriver aussi d'ici là. Monsieur Marco, peut-être, sur cette question. Oui, vous avez raison. La première chose qu'il faut faire, c'est avec des règles d'urbanisme sur la durée, faire en sorte que les valeurs de biens n'accroissent pas. Donc, au moins sur un horizon, on va dire, d'au moins une trentaine d'années, ça serait bien que les zones qui sont menacées d'être atteintes dans une trentaine d'années deviennent inconstructibles et que les gens puissent, le cas échéant, réaménager leur logement, mais pas en construire un deuxième, ni l'agrandir démesurément. Et puis plus on s'éloigne d'aujourd'hui, plus le droit peut être souple. Ce n'est pas tout à fait à l'échelle d'un plan local d'urbanisme, qui a, vous le savez, une vision un peu plus courte que ça, mais on peut imaginer que 2 types de documents assurent le relais de ce genre d'idées. Les schémas de cohérence territoriale qui ont été établis à un moment où ce n'était pas encore dans l'air du temps, mais ils peuvent être révisés. Et je parle sous le contrôle du directeur de la DDTM, les plans de prévention des risques littoraux qui, eux, sont établis sur un horizon plus long et qui vont, eux, proposer une règle d'urbanisme. Après, il y a quand même, et c'est pas rien, il y a la contrainte financière. Parce que chacun espère que son bien, même s'il en a eu la jouissance pendant 40 ans, vaut la même chose que s'il était tout neuf, contrairement à une voiture d'occasion. Donc ça, c'est compliqué. Monsieur. Oui, José Menario de la CEPENSO.
J'ai plusieurs questions à vous poser, mais nous n'avions pas ce document dont j'essaie de retenir. Le premier point sur la méthodologie. Il y a sans doute des raisons, mais moi je ne comprends pas. Le scénario S0, c'est ça, est purement fictif, c'est une réalité qui n'existe pas. Alors, faire des comparaisons ou une analyse comparative à partir d'un scénario purement fictif, ça me paraît curieux, mais bon. Le scénario 2, qui consiste à ne plus entretenir la digue de l'Estacade et la digue nord, ça me paraît totalement irréaliste. Je pense que c'est un donné, c'est un fait, qu'on ne peut pas le bouger. Il faut le protéger, évidemment, ça ne se discute pas. Donc j'ai l'impression que je ne suis pas très bien ce que vous avez fait, mais on va essayer de se procurer l'étude. En tout cas, au moins le PowerPoint, bon, pour voir exactement. Le second point, j'en ai 3. Hein. Le second point, si j'ai bien compris, la stratégie que vous retenez, c'est la stratégie S3, c'est ça, S3, ouais. C'est ça. Hein. Ça consisterait pour l'essentiel à doubler l'activité du bypass, c'est ça, passer de 100 000 m3 à 200 000 m3, c'est ça, hein, si j'ai bien compris, moi. Enfin, j'ai en mémoire, parce que c'est des questions qu'on suit depuis un certain temps, une des études du BRGM, l'océan, enfin bon, on suit tout ça, qui nous explique que de 1970 à 2010, dans les plages sud, le trait de côte a reculé de 60 mètres, et des études ou les prévisions actuelles du BRGM, je crois, mais qui apparemment n'intègrent pas les effets du changement climatique, prévoient à l'horizon 2020-2040 un recul de 40 mètres sur la plage sud. Sauf événement tempétueux extrêmement important, comme on l'a eu en 2013-2014, où le trait de côte a reculé 100 mètres. Vous vous souvenez, c'était exceptionnel. Alors moi, un des chercheurs du CNRS me dit, ce que tu as vu d'exceptionnel, ça sera la règle dans 20 ans, 30 ans. Voilà ce qu'il me dit. Tu as vu là, et ça sera la situation dans 20-30 ans. Alors, je me demande si le scénario S3, c'est ça, le scénario S3, ouais, suffit à restaurer ou protéger le trait de côte. Enfin bon, c'est une question. Moi, je pose des questions. On ne peut pas avoir de position claire là-dessus. Troisième point, ce que je regrette et déplore, c'est qu'il y a l'élaboration d'une stratégie, c'est effectivement vachement important, mais vous n'envisagez apparemment à aucun moment de l'inscrire dans l'ordre juridique, notamment dans les documents d'urbanisme, le SCOT, le PLU, alors même que la Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, qui a travaillé là-dessus, le déplore. Et enfin, s'agissant du plan de protection des risques littoraux, qui est effectivement prévu pour cela, il a été prescrit en 2010. En 2017, il n'est toujours pas approuvé, alors même qu'il y a des instructions ministérielles pour qu'il le soit en 2015. Alors bon, on a l'impression que sans la force juridique, sans la force du droit, il me paraît un peu compliqué d'agir, de pouvoir imposer, modifier les choses, modifier les comportements. Voilà les trois questions que je voulais vous poser. Oui, je vais essayer de répondre très rapidement et succinctement aux trois. J'espère que je ne vais pas les oublier. Après, passer la parole. Je m'en souviens, puis après, on passera peut-être la parole au bureau d'études. Arnaud Guéguéant. Alors, sur la troisième question, donc effectivement, maintenant, la stratégie étant arrêtée, il faut l'inscrire dans le dur. Il faut effectivement qu'elle ait une traduction juridique, c'est évident, au travers des différents documents. Et nous travaillons, M. Vigneron, avec la DDTM pour effectivement, je dirais, arriver à caler le plan de prévention des risques littoraux sous ces deux aspects, risque submersion et érosion marine. Donc on travaille avec les services de l'État pour effectivement avoir, je dirais, un document qui soit, de nos points de vue partagés, le plus satisfaisant possible et qui tienne compte, bien sûr, de la nature du risque, mais aussi de son niveau ou de ses niveaux, puisqu'il y a plusieurs niveaux de risque, et bien sûr des différents horizons, parce que là aussi, il y a plusieurs horizons, comme Jean-Marie l'a dit, et bien sûr, in fine, d'avoir des traductions en termes d'urbanisme et de droit ou pas, d'occupation des sols et de construction. Sur le second point, alors, je l'ai dit, est-ce que c'est la solution la plus satisfaisante aujourd'hui compte tenu
des reculs observés. Alors on peut avancer des chiffres, chacun a les siens. Je l'ai dit, ce n'est pas ce qu'on a dit aujourd'hui. On a dit qu'aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, c'était la solution qui nous semblait la moins, comment dire, la moins brutale et la moins pénalisante du point de vue de l'environnement. Mais on n'a pas dit que, parce qu'il faut rester humble devant la nature et surtout devant l'océan, que c'était la solution pérenne. Et c'est pour ça qu'au moins cette solution permettra à ceux qui nous succéderont de prendre des solutions peut-être plus dures si les résultats ne sont pas à la hauteur. Et pour revenir sur le premier point, pour vous dire la vérité, d'étudier, et là je vais laisser la parole à Arnaud Guéguéen, d'étudier certains scénarios comme l'inaction, la transparence de la digue d'Or notamment, ça nous a un petit peu interloqués. On s'est demandé mais pourquoi faire ce travail-là, sachant que c'est parfaitement irréaliste. Mais je laisse la parole à Arnaud, qui va vous répondre. Merci. Oui, c'est irréaliste, mais c'est parce qu'il faut imaginer le pire pour que finalement les actions qui vont être mises en œuvre puissent être justifiées devant vous. Aujourd'hui, si la collectivité est en capacité de montrer que le bypass, que les ouvrages qui ont été mis en place servent à quelque chose, mais c'est parce que si rien n'était fait, ils toucheraient des bâtiments. Ce scénario de l'inaction, c'est un exercice théorique qui est imposé. Voilà, c'est ma faute. C'est la faute du GIP. Et on l'assume. Et on impose à toutes les collectivités du littoral aquitain d'avoir un scénario de référence qui soit identique et qui permette de comparer l'ensemble des actions prévues et prévisibles pour la collectivité. Ça permet d'avoir un scénario sur lequel tous les autres scénarios vont pouvoir se caler. En économie, ça permet de faire un point zéro et de comparer les scénarios d'action. Voilà, c'est un exercice qui est, on l'assume, hein, un peu difficile à présenter, qui est un peu complexe, mais qui permet ensuite de présenter tous les scénarios sur un même pied d'égalité, que ce soit à Cabreton, à Lacanau, à Mimizan, à Bayonne, à Biarritz, à Anglet. Voilà, c'est un exercice un peu théorique, mais qui est imposé par le GIP et ce n'est pas du fait de la collectivité. Merci, monsieur. Moi, je vais vous répondre sur les questions concernant les taux d'évolution et leur actualisation. Effectivement, donc il y a beaucoup d'études qui sont d'ailleurs disponibles sur le site de l'Observatoire de la Côte-Aquitaine que tout le monde peut consulter. Donc il y avait eu des projections qui avaient été faites par le BRGM à l'horizon 2020-2040. De mémoire, je crois que ces projections ont été faites en 2011, ce rapport. Un exemple simple, la position du trait de côte 2040 à Lacanau, elle a été atteinte en 2014 suite aux tempêtes de l'hiver 2013-2014. Pourquoi ? Déjà, on fonde ces études sur la base des données dont on dispose, donc c'est des orthophotos, des images satellites, etc. Et plus on avance en technologie, plus on est capable de préciser la position de ces traits de côte. Si vous allez sur les sites de l'IGN, vous trouverez des images très anciennes. Elles sont intéressantes d'un point de vue qualitatif, mais pour autant, c'est très difficile sur une image ancienne de bien localiser la position du trait de côte, de bien caler l'image. Donc quand on utilise des images qui vont être très vieilles, on va avoir tendance à avoir une incertitude qui est forte. Et aujourd'hui, on fonde nos études sur des données qui sont beaucoup plus précises, et notamment sur des relevés LIDAR. En fait, c'est un laser donc, qui est monté sur un avion et qui permet d'avoir une topographie très précise de l'ensemble du littoral. C'est ce qui a été utilisé ici à Cabreton pour caractériser l'impact des tempêtes de l'hiver 2013-2014. Donc on a pu calculer très précisément sur l'ensemble du linéaire côtier les reculs occasionnés par les tempêtes de l'hiver 2013-2014. Et d'ailleurs, à l'échelle du littoral aquitain, le BRGM a réalisé une actualisation de ces taux d'évolution donc qui intègre l'impact des tempêtes de 2013-2014 dans ses réflexions. Donc là, c'est ce qui a été fait. Hein. Donc on a une méthode qui est compatible avec ce qui a été fait par le BRGM, puisque le BRGM fait partie du comité de pilotage. Donc on a des méthodes qui sont concertées et donc qui suivent également le guide méthodologique d'élaboration des plans de prévention des risques. C'est bien l'objet d'avoir une espèce de méthode qui soit partagée à la fois par les scientifiques et par les comités de pilotage. Les taux d'évolution qu'on a sur le sud de Cabreton sont plutôt de l'ordre de 2,50 m, peut-être 3 mètres par an juste au sud. Hein. C'est-à-dire qu'on a ici des taux de recul annuels qui sont exacerbés au sud du CERS.
Et puis plus on descend vers la benne, plus ces taux deviennent moins importants et on arrive à la benne à des taux de 2 mètres par an. On a considéré des taux de recul ponctuels Lmax. Alors effectivement, on l'a considéré une fois dans les projections à 2060. La question, effectivement, est-ce qu'on pourrait le calculer plusieurs fois ? Il faut imaginer que quand on regarde des données, par exemple depuis 1980, il y a eu plusieurs tempêtes, donc il y a une partie de moyens, une partie de recul en tempête. Tout ça, effectivement, hein, peut-être que dans 10 ans, les bureaux d'études viendront vous représenter des chiffres et puis ils seront légèrement modulés. Ça, c'est l'évolution de la technologie, des données qui fait que forcément ces données-là ne sont pas gravées dans le marbre. Également, pour répondre à votre question, on n'a pas intégré dans le cadre de cette étude l'évolution du niveau de la mer induite par le réchauffement climatique. Ça ne faisait pas partie du cahier des charges. C'est très difficile. Déjà, on a des incertitudes sur le niveau de la mer et projeter cette incertitude qu'on peut avoir sur le niveau de la mer, par exemple à l'échéance 2040, sur des reculs du trait de côte, c'est encore plus compliqué. Donc on a fondé les projections de recul du trait de côte sur ce qu'on a mesuré par le passé, sans faire de projection particulière de l'élévation du niveau de la mer. Donc voilà pour les réponses, j'espère que j'ai été complet. Juste pour compléter, pardon, parce que j'ai vu quelques gens réagir à ça pour dire que le réchauffement climatique, d'une part, plus une surcote liée à l'incertitude, Monsieur Vigneron, si je ne dis pas de bêtises, sont des éléments qui sont intégrés dans le risque submersion, et sur lequel donc nous travaillons avec les services de l'État. Juste, les études, monsieur en parlait tout à l'heure, vont bien sûr être mises à disposition sur le site de la ville après cette réunion. Monsieur, vous avez la parole. Oui, la dernière personne qui vient de s'exprimer a en partie répondu à ma question, parce qu'elle était effectivement... Enfin, l'une de mes questions était sur l'élévation du niveau de la mer. Ceci étant, ce n'est pas la seule de mes préoccupations. Le changement climatique, on le sait aujourd'hui, va profondément modifier un certain nombre de grands courants océaniques ou également de grands courants au niveau de l'atmosphère. Est-ce que ces éléments-là ont été pris en compte dans votre étude ? Monsieur Cassaget. Oui, donc non, pas du tout. Hein. C'est des phénomènes très difficiles à quantifier. Ce qui est sûr, et ça vous pouvez trouver aussi les informations sur le site de l'Observatoire de la côte aquitaine qui a fait une espèce d'audit ou une étude très précise, un retour d'expérience sur les tempêtes de l'hiver 2013-2014 d'un point de vue de leur intensité. Ça, c'est rendu possible aussi par l'avènement des modélisations numériques, puisqu'aujourd'hui, on est capable de rejouer ce qui s'est passé dans le passé, les tempêtes passées, donc depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qui a été montré dans cette étude du BRGM, c'est que l'hiver 2013-2014 a constitué un événement particulièrement énergétique, peut-être pas par l'intensité d'une tempête, mais ce qui est à noter, c'est le nombre et l'intensité de ces tempêtes et leur concomitance avec des marées de fort coefficient. Et donc, on a eu l'hiver le plus énergétique sur les 60 dernières années. Pour autant, on ne note pas, quand on regarde cette chronique des 60-70 dernières années, une augmentation de la fréquence des tempêtes. Ça, c'est plutôt quelque chose qui s'observe sur les environnements tropicaux, où on note une augmentation du fait du réchauffement de ces zones-là, une augmentation de l'activité cyclonique. Par contre, dans l'Atlantique Nord, on n'a pas, en tout cas sur ces données-là, de données probantes quant à l'augmentation de la fréquence des tempêtes et de leur intensité. Merci. Monsieur. Jacques Schneider, Association Grain de Sable. Moi, j'ai deux questions. Une question de caractère budgétaire et une question en matière de droit d'urbanisme. Question budgétaire, est-il possible d'avoir une idée de ce que l'État souhaite consacrer comme effort budgétaire, disons pendant les 5 années qui viennent, pour l'ensemble de la côte aquitaine? C'est la première question. Deuxième question. Bon, il a été dit effectivement que l'analyse, la suite de ces rapports et puis l'analyse des problèmes des risques de submersion va se traduire in fine par des modifications des documents d'urbanisme. Très bien. Est-ce que, par exemple, s'agissant du plan local d'urbanisme, dans quel délai, si c'est prévisible, peut-on penser qu'il faudra le modifier? Est-ce qu'il faut raisonner en mois ou en années? Merci. Alors, je vais répondre sur la première question. Jean-Marie, tu veux répondre sur le second volet, urbanisme?
Alors, je vais répéter ce qu'a dit Jean-Marie. L'argent de l'État, je ne sais pas. Alors, non, mais donc, on va compter sur nous. Il y a une question qui est sous-jacente et qui est vraiment une question importante. C'est, parmi les différents scénarios qui vous ont été proposés, vous avez noté que celui que nous retenons aujourd'hui, c'est celui que nous appliquons depuis donc 2008 et qu'on va donc développer, renforcer en augmentant les volumes transférés. Mais tout ça, budgétairement, pour la collectivité, ce sont des dépenses, Christine, de fonctionnement, qui ne sont pas éligibles par définition à des subventions, puisque vous savez que les subventions sont réservées à l'investissement. Donc, d'un point de vue budgétaire, ce n'est pas forcément la solution la plus facile qu'on a prise. Jean-Marie l'a dit, quand il a dit qu'on va regarder plusieurs items et pas uniquement l'item financier, je peux même moi dire que ce n'est pas la solution la plus facile financièrement qu'on a retenue. Parce qu'on peut investir 4 millions d'euros et avoir un plan de financement qui nous permette d'avoir un taux de subventionnement important. C'est presque, j'allais dire, plus facile pour la collectivité. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait. Dire qu'on sera... Alors ça pose une vraie problématique. Et là, il faut que la législation, de notre point de vue partagé, évolue. Parce que pourquoi favoriser l'investissement et donc les solutions les plus dures et défavoriser les solutions, on va dire, plus souples, plus évolutives, plus adaptatives, qui, elles, ne sont pas financées aujourd'hui. Et donc là aussi, je crois qu'il y a des moyens juridiques, on en a parlé à mettre en œuvre. Jean-Marie a fait référence à la députée Go, mais il y a aussi des outils financiers qui, aujourd'hui, je dirais, favorisent certains types de solutions au détriment d'autres. Et ça, de notre point de vue, c'est un vrai sujet de réflexion. Sur le second volet, Jean-Marie ? Dans les documents d'urbanisme, donc le temps. Oui, juste un petit complément, c'est qui va nous dire aussi pourquoi on a étudié le scénario 0. Le scénario 0 va permettre de voir quel est le bénéfice apporté par chaque solution par rapport à quoi ? Par rapport à un scénario de référence. Et donc les financeurs qui vont être sollicités vont être sensibles à financer plutôt des solutions dont le rapport coût-avantage est bon, ou plutôt qu'il est faible, le coût faible et l'avantage grand. Et pour faire un rapport coût-avantage qui permette aux financeurs nationaux de comparer Cap-Breton, Lacanau et Soulac, il faut bien qu'on ait tous les mêmes modalités de travail. C'est pour ça qu'il y a des figures imposées. C'est qu'au bout d'un moment, il y a des financeurs qui vont faire des choix de financement. L'étape d'après pour nous, c'est d'affiner. On a déjà une trame, le plan d'action qui correspond au scénario. Ça veut dire quoi en clair ? Chaque année, on va mettre dans une colonne les travaux, les dépenses qu'il faut faire par rapport à ce plan d'action. Ça comprend les dépenses d'information, de propagation de la culture du risque, mais aussi des dépenses de travaux. Et nous irons, monsieur le maire, je l'accompagnerai, nous irons à Bordeaux, devant le comité régional des stratégies, présenter notre travail. Le but, l'intérêt d'avoir suivi le cadre, le guide de la stratégie nationale et régionale, c'est que c'est la condition sine qua non pour être aidé. Le maire vient de vous le dire, la tradition, si je peux dire, parce que ça peut se bouger, ça. Hein, c'est pas facile, mais ça peut se bouger. La tradition des subventionneurs, c'est de ne subventionner que de l'investissement. Ça a un inconvénient majeur, c'est que les solutions que tout le monde, y compris les subventionneurs, préconisent, ce sont les solutions douces. Et justement, ce sont celles-là qui ne peuvent pas être subventionnées. Donc il y a un moment où, autour de la table, il va falloir qu'on se dise, il y a comme un problème, quoi. On aide au moins les solutions préférables et on incite pratiquement les gens à avoir des solutions dures. Enfin, pour ne pas avoir de regrets, si on avait choisi la solution dure de faire un mur, ça ne nous dispenserait pas de continuer à faire des transferts de sable pour protéger ce mur devant lui. Donc on aurait quand même, de toute façon, les dépenses de fonctionnement. Voilà, j'étais un petit peu lent, mais c'est simplement pour dire que les choses, je pense, ont été bien vues globalement au niveau du GIP et dans la méthode et dans les critères d'analyse. C'est maintenant aux financeurs de changer un petit peu leur religion pour ce qui concerne l'urbanisme. Donc les communes de la communauté de communes de Max ont fait le choix, c'est notre cas, de transférer à la communauté la compétence d'élaboration des PLU.
Donc aujourd'hui, on élabore un PLUI, un plan local d'urbanisme intercommunal. Il est commencé et la date de son achèvement, c'est effectivement pas en semaines, en mois, c'est plutôt en années. C'est-à-dire que la date d'approbation du PLUI, la visée, c'est 2019. Mais il faut quand même ce temps-là, parce que chacune des communes a ses objectifs, a ses stratégies. Il faut qu'il y ait suffisamment de possibilités locales pour traiter les problèmes locaux, mais aussi suffisamment de cohérence au niveau de l'intercommunalité. Bien évidemment, pour ce qui concerne la commune de Capbreton, fort de la stratégie que nous allons arrêter, les premières règles qui peuvent se mettre dans le PLUI seront mises. Si dans le même délai, le plan de prévention des risques littoraux est achevé par le préfet, le plan de prévention des risques littoraux, de toute façon, s'imposera au PLUI, que nous ayons intégré ou pas. Le mieux, c'est qu'on l'intègre. Comme ça, quelqu'un qui viendra voir le PLU, il connaîtra la totalité de la règle. Mais si nous ne le faisions pas, dans tous les cas, le plan de prévention des risques littoraux s'imposerait par-dessus le PLUI. Y a-t-il d'autres questions? Je vais aller là-bas, je reviendrai. Oui, bonjour. Je suis Christophe Cassou du CNRS, chercheur au CNRS et membre du GIEC, donc du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Et là, je suis très surpris du fait que toutes vos études ne tiennent pas compte de la hausse du niveau de la mer. C'est le paramètre dans le GIEC qui est le plus sûr, dans le sens où le niveau de la mer augmente de 3 mm par an, et l'accélération du niveau de la mer se poursuit de manière inéluctable. Et quelle que soit une réduction d'émissions de gaz à effet de serre, l'accord de Paris ou non, le niveau de la mer aura augmenté à l'horizon de 2050-2060 de 20 à 30 cm. Juste pour replacer un petit peu l'histoire de ce niveau de la mer, le niveau de la mer a augmenté de 20 cm depuis un siècle. Donc en 30 ans, on va prendre un petit peu plus que ce que le niveau de la mer a augmenté depuis un siècle. Il n'y a pas d'analogue dans le passé de ce qui va se passer dans le futur. On ne peut pas produire des scénarios sur ce qu'on a vu dans le passé. C'est extrêmement important, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. On ne peut pas utiliser le passé pour connaître le futur. Donc il faut absolument tenir compte de cette hausse du niveau de la mer. Donc je ne sais pas comment vous allez l'intégrer, mais elle est inéluctable et si on ne s'y prépare pas maintenant, ce n'est pas en 2050 ou 2060 qu'il va falloir le faire, ça sera trop tard. Et juste sur l'analogue de 2013-2014, de l'hiver 2013-2014, il est très intéressant cet hiver 2013-2014 pour nous climatologues. C'est un hiver exceptionnel au niveau de tempête. Alors ça ne sera pas des hivers comme ça tous les ans en 2030, 2040 ou 2050, bien évidemment. Ça restera certainement un hiver exceptionnel, même s'il arrive en 2030, 2040, 2050. Par contre, son effet en 2000... Par contre, on peut utiliser l'effet de l'hiver 2013-2014 pour comprendre l'effet d'un hiver moyen, d'un hiver classique en 2040 ou 2050. C'est-à-dire qu'un hiver classique avec une ou deux tempêtes, ou 3 tempêtes, aura le même effet qu'un hiver 2013-2014 avec toutes les tempêtes énergétiques, parce que le niveau de la mer sera plus élevé. Tout simplement ça. Et ça, vous êtes obligé aujourd'hui de tenir compte de cet effet-là. On ne peut pas s'en passer. Donc pour être plus précis, donc effectivement, sur les aspects de projection de la position du trait de côte, on n'a pas intégré directement le réchauffement climatique et l'élévation au niveau de la mer. Pour autant, quand on reprend les chroniques passées, finalement, ce réchauffement, il est partiellement intégré, puisqu'il y a eu cette augmentation au niveau de la mer. Voilà, comme vous le disiez très bien, on ne peut pas se fonder sur le passé complètement pour projeter l'avenir, mais c'est quand même difficile de faire une relation simple entre élévation au niveau de la mer et projection du trait de côte. Par contre, là où on l'a intégré, c'est pour le dimensionnement des ouvrages. Alors, ce n'est pas la solution qui est retenue, mais pour dimensionner l'ouvrage, on a intégré l'élévation au niveau de la mer, puisqu'on sait que plus le niveau du plan d'eau est important, plus l'énergie des vagues moins elle est dissipée, et donc on a intégré ce paramètre-là pour dimensionner les ouvrages. Donc quelque part, on l'a un petit peu intégré dans le coût des systèmes de protection dure, mais voilà, à travers ce dimensionnement. Donc voilà pour répondre. En tout cas, ça a été intégré sur ce volet-là. Peut-être que tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, peut-être rapidement, hein, au niveau régional, c'est une question qui est centrale hein, pour nous, qu'on travaille, la région, l'État ont demandé au BRGM et à l'ONF, dans le cadre de l'Observatoire de la Côte-Aquitaine, de travailler. On a des premiers résultats qui ont pu être produits en décembre 2016. Aujourd'hui, les premiers travaux du BRGM et de l'ONF sur ce point-là nous conduisent à conclure à une possible recul du trait de côte d'environ 20 mètres à l'horizon 2050 à l'échelle régionale. Je vous renvoie vers le rapport du BRGM qui est en ligne sur le site de l'Observatoire de la Côte-Aquitaine. Les scientifiques qui ont travaillé sur ce rapport-là sont extrêmement prudents, eu égard aux difficultés que vient d'évoquer Didier, d'analyser dans les traits de côte passés le signal changement climatique. Parce qu'on parle d'élévation, mais il faut bien avoir en tête que le recul du trait de côte, ce n'est pas les 3 mm d'élévation au niveau de la mer par an qui génèrent les 2 mètres de recul, de recul moyen sur la côte sableuse. Le forçage physique principal, ça reste la houle. Donc effectivement, le niveau d'eau et l'énergie de la houle et son orientation. Donc effectivement, le niveau d'eau va jouer, mais voilà, les scientifiques, Gonéry Lecosané, qui travaille, qui est en pointe sur ces sujets-là au BRGM, voilà, étaient extrêmement prudents sur les chiffres annoncés. On a un champ scientifique et technique à explorer d'une façon extrêmement forte. Donc on progresse au niveau régional. On espère que ces progressions au niveau régional permettront aux élus locaux et à leur bureau d'études d'intégrer, mais on n'en est pas encore là. Monsieur. Monsieur Legros, les Amis de la Terre. Alors, Monsieur Cassou vient de répondre à mon interrogation parce que je pensais que votre scénario était très, très minimaliste et puisqu'il n'avait pas intégré, je pensais qu'il n'avait pas intégré en effet le changement climatique. Alors, j'ai une autre question un peu plus technique et un peu plus de basse intensité. Est-ce que le bypass est en capacité de produire ces 200 000 mètres cubes de sable puisque vous avez quand même une fourchette qui est étroite pour le faire fonctionner et qu'il y a des taux d'usure qui sont assez importants, ce qui est normal. Alors, effectivement, hein, donc ça a été intégré, c'est ce que montrait Jean-Marie Marco, le scénario au fil de l'eau. Si on continue aujourd'hui à 100 000 m3, on est sur un coût annuel de l'ordre de 300 000 euros par an. Et si on double, on serait plutôt aux alentours de 700. Donc ça intègre bien l'augmentation, le surcroît d'usure de tous les organes, les pompes, les joints, hein, puisqu'il y a un retour d'expérience. Déjà, il y a eu des équipements qui ont été changés. Et puis ça change également la durée du transfert. Donc tout ça a été intégré dans les coûts. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas juste doublé les coûts. Donc ça a été intégré. Le fait que l'augmentation des volumes transférés augmente l'usure et également augmente la période et la durée des transferts. Donc tout ça a été intégré. Mais ce qui a été envisagé dans le cadre de ce scénario-là, c'est bien de suivre l'évolution de cette augmentation des transferts, parce que c'est un équilibre. Là, on a un retour d'expérience depuis 2008. On a eu des fluctuations du niveau de la plage de Notre-Dame depuis 2008. Donc il y a eu des périodes où elle a été plus basse, plus haute. Donc c'est vraiment le suivi mis en place par la collectivité qui a permis d'avoir ce retour d'expérience et de dire que globalement le stock sur Notre-Dame était constant sur la période. Donc l'idée, c'est d'augmenter les volumes, de continuer les suivis qui sont très importants, à la fois sur la zone de stock, mais également sur la zone de dépôt, pour pouvoir fonder les volumes à transférer sur la base d'un retour d'expérience. Et donc ça, c'est vraiment fléché dans le cadre de cette stratégie. Monsieur Marco. Oui, pour illustrer ça, dans la situation actuelle, on prévoit, avec le recul que l'on a, un changement des pompes tous les 6 ans. Quand on passera à 200 000, ça sera un changement des pompes tous les 3 ans. Donc cette valeur est intégrée. Elle est annualisée en quelque sorte. La provision pour changement, ça a été fait. Monsieur ? Si vous n'avez pas besoin de micro. Dans le cadre du désensablement du lac d'Ossegor, le bypass était une solution. Est-ce que c'est toujours une solution Là, je pense qu'il faut une explication. Allez-y. Oui, dans le cadre du désensablement du lac, effectivement, le bypass, je dirais,
intervenait là où il est aujourd'hui. C'est-à-dire, enfin, vous voyez tous où se situe le local des pompes, hein, qui est donc le point de départ du bypass, donc avec une canalisation donc, qui partait du lac pour rejoindre donc, ce local donc à Notre-Dame, et qui soit effectivement, je dirais, entre guillemets, prise en charge par le bypass pour effectivement être amené, comme on le fait nous, pour notre transfert de sable, sur la plage de la Savane. Oui, tout à fait. Mais c'était la logique des choses. Est-ce qu'il y a Et, et évidemment, pas sur la même période, ça va sans dire. Oui. Madame. Ah oui. Mais après vous. Merci. Bonjour, Julie Piedrafita de Surfrider Foundation. Moi, j'avais une question sur la culture du risque. Vous en avez parlé assez brièvement, donc j'aurais aimé avoir plus de renseignements sur ça. Quelles sont vos stratégies justement concrètes que vous souhaitez mettre en place pour diffuser cette culture du risque? Aujourd'hui, on voit que quand les touristes viennent, on voit plusieurs personnes marcher sur les dunes, ou on a encore des personnes qui veulent encore avoir une vue sur la mer, habiter près des littoraux. Donc voilà, ma question, c'est qu'est-ce que concrètement vous allez mettre en place pour favoriser et diffuser cette culture du risque? Merci. Alors, je vais répondre et puis je vais laisser la parole à Jean-Marie. Je dirais que les citoyens de la Dune, c'est une démarche citoyenne qui a très très bien marché, qui a très très bien fonctionné grâce à l'engagement, l'implication, mais aussi, et je le dis très honnêtement, grâce aussi à l'implication personnelle de Jean-Marie Marcot. Je pense que c'était un bel exemple, je dirais, de participation citoyenne au service de l'environnement. Donc cette démarche, Jean-Marie va vous en parler, c'était aussi un petit peu le point de conclusion pour nous, c'était de dire que l'été va arriver, on a déjà connu une période de canicule, j'espère qu'avec la chaleur de l'été, que les bonnes volontés ne vont pas s'endormir ou disparaître. Et donc, on compte sur vous. On va nous faire appel à tous les relais que nous avons au niveau local, et je pense particulièrement aux associations, et particulièrement aux associations qui profitent, utilisent, je dirais, les usages de la plage et de l'océan, et donc particulièrement les écoles de surf, Jean-Marie. Hein, et puis, je crois que c'est, comment dire, on a besoin, je veux dire, la collectivité ne peut pas faire tout toute seule. Ça veut donc dire que nous avons besoin de vous, parce que changer les mentalités, c'est quand même pas facile. Hein. Piétiner le cordon dunaire là où les travaux ont été faits, saccager les équipements qui ont été mis en place, c'est vite fait, c'est facile, c'est gratuit, sauf que voilà, c'est pas respectueux ni de l'environnement, ni du travail qui a été fait. Et on ne peut pas mettre en faction les policiers municipaux tous les 15 mètres, 24 heures sur 24. Donc il y a véritablement un problème de comportement citoyen. Donc plus on sera nombreux à faire passer le message, les bons messages, nous et vous, et plus les choses pourront bien fonctionner. Oui, simplement, je veux dire que quand on parle du mot la commune, c'est ceux qui s'occupent de ce que nous avons en commun, et ce n'est pas que les élus, c'est vous aussi. Donc si on estime que cette question est importante, ce n'est pas le citoyen pétitionnaire qui va simplement interpeller les élus, mais c'est le citoyen actionnaire de son territoire qui va venir auprès de lui. L'an dernier, pendant l'été, on a commencé un petit peu tard, mais avec le renfort des jeunes en service civique et le bénévolat de quelques citoyens de la Dune, et grâce à vous aussi, Surfrider, c'est vous qui nous avez fait les documents pédagogiques, que nous avons fait traduire en 4 langues. Grâce à vous, nous avons interpellé des gens qui se rendaient à la plage. On a fait ça
1 heure par jour, 2 jours par semaine, pendant 6 semaines. Et on a parlé à 2400 personnes. C'est quand même pas mal. 2400 personnes avec qui on a taillé la bavette un petit peu, si je peux dire, mais on a expliqué pourquoi la dune était aujourd'hui canalisée, alors qu'avant elle était traversée de partout, pourquoi il fallait y faire attention. Et à part 2 ou 3 râleurs, sinon ça ne serait pas la France, mais la plupart des gens ont été plutôt contents d'avoir des explications là-dessus. Eh bien, sur la culture du risque, on aimerait bien faire pareil. Les associations qui le veulent peuvent être pour nous des relais, non pas de notre opinion politique, mais des relais de cette nécessité de sauvegarder le littoral et de faire que ce qu'on apprécie ici dure le plus longtemps possible. Donc, vous me posez la question, je vous la pose aussi, Surfrider, mais je sais que la réponse est oui. Est-ce que vous serez à nos côtés pour continuer à diffuser la culture du risque? Les autres associations qui sont là, est-ce que vous serez à nos côtés? Égalitaires, Grains de Sable, les Amis de la Terre, C'est Penseau, est-ce que vous serez à nos côtés pour diffuser la culture du risque? Parce que nous, tout seuls, on ne va pas y arriver. Et donc, si on le fait ensemble, nous, on est en train de préparer, avec le cabinet qui nous accompagne en matière de communication, on est en train de préparer des kits. Des kits, ce sont des petits documents qui seront mis à la disposition de ceux qui disent ben, « cette affaire, ça m'intéresse, j'ai envie de m'impliquer, et donc j'ai envie d'être un ambassadeur du littoral ». C'est comme ça qu'on va y arriver, mais tout seul, non, on ne va pas le faire. Merci. Monsieur ? Oui, bonjour. Je suis résident à Cabreton depuis quelques années et j'ai toujours entendu dire que l'origine du port venait de la présence de la fosse du gouffre qui jouait un rôle sur l'effet de la houle et expliquait la possibilité de quitter la côte dans des conditions meilleures pour aller à la pêche, même très éloignées. Je voudrais savoir si ce gouffre joue toujours un rôle modérateur aujourd'hui et s'il a des conséquences sur ces mouvements de courant qui distribue le sable plus ou moins vers le nord, plus ou moins vers le sud. Sachant que je ne comprends pas très bien comment le sable peut arriver jusqu'à la benne, alors qu'on le retrouve, heureusement, en stock à la fin de l'hiver, au nord. Mais peut-être avez-vous une réponse que je n'ai pas. Alors, il y en a plusieurs, mais peut-être que Patrick Lafargue pourrait parler du gouffre pour les marins, non? C'est un endroit où on se sent un petit peu mieux quand ça tabasse en mer? Je vous donne le micro parce qu'on enregistre. Donc, voilà. Bonsoir à tous. Oui, je voulais juste te remercier pour ce que tu as dit avant parce qu'il fallait le dire quand même, c'est important. Oui, en fait, le gouffre de Cabreton, bonsoir monsieur, s'il n'y avait pas de gouffre, il n'y aurait pas de port à Cabreton en fait. Voilà, parce que, ça, vous savez, on reste en attente bien des fois. Avant, on se mettait dans le croûte, un peu pour ceux qui connaissent, à gauche en sortant ou à la droite en rentrant, on se mettait là en attendant, vous voyez. Ça apaise, ça apaise. C'est pour ça qu'il y a un port à Cabreton, sinon il n'y aurait pas de port. Voilà, c'est la seule réponse que je peux vous donner. Après, pour la corentologie, peut-être que Hugo Verlon me peut en parler mieux que moi. Sur le sable Oui, déjà pour conforter les propos des marins qui connaissent bien le gouffre, comment ça fonctionne. En fait, ce canyon a tendance à atténuer l'énergie de la houle en son milieu et à concentrer donc l'énergie au nord et au sud, d'où la présence de spots de surf exceptionnels. Je veux dire, pourquoi il y a des super vagues à la Gravière? C'est parce qu'il y a un gouffre qui permet la concentration de l'énergie sur la tête au nord et puis au sud. Plus on s'éloigne de cette tête de gouffre, plus on retrouve de l'énergie et on a des bonnes conditions de surf très énergétiques sur la piste. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur tous les canyons maritimes de par le monde. Voilà, donc ça, voilà pour l'explication. Effectivement, s'il y a concentration de l'énergie des vagues à un endroit, ça veut dire qu'il y a moins d'énergie à un autre. Et la nature ayant peur du vide, quand on n'a pas beaucoup d'énergie et beaucoup d'énergie d'un côté, il y a un transfert qui s'opère. Donc effectivement, ce gouffre, il a aussi une augmentation des effets de la dérive littorale avec des recirculations qui peuvent être très très importantes, notamment au niveau des plages d'Hossegor. Et on a montré, alors Jean-Marie Marcot n'a pas passé beaucoup de temps, mais il y a le BRGM et l'université qui ont mené des travaux importants sur la captation d'une partie des transits littoraux par la tête du gouffre de Cabreton. Alors c'est très difficile de les quantifier, mais on sait qu'il y a une partie du sable qui part de ce banc de la Nord, là, sur Hossegor, et qui vient alimenter la tête du gouffre de Cabreton. Donc tout le sable n'est pas capté par la plage Notre-Dame. Il y a une partie
qui est captée par le gouffre de Cap-Breton et une autre partie qui contourne la digue et qu'on retrouve au droit du chenal de navigation. Et puis après, la dérive littorale, même si le trait de côte s'incurve un peu et fait que la dérive est moins forte, elle continue quand même à alimenter les côtes jusqu'à la benne Tarnos. Voilà. Juste pour dire que si vous êtes intéressé par le gouffre, monsieur, la ville de Cap-Breton, vous savez, organise la journée du gouffre. Cette année, ce sera le 10 septembre, dimanche 10 septembre. Donc, bien sûr, je vous invite à venir nombreux. Profite de l'assemblée que vous constituez donc pour vous inviter. N'oubliez pas de réserver. Hein. Et tout ça, évidemment, sous la baguette magique d'Hugo Verlhomme, donc écrivain, et puis à la fois spécialiste et passionné de gouffre, comme vous savez. N'est-ce pas, Hugo? Un petit message à faire passer pour le 10? Juste pour dire rapidement que cette journée sera coupée en deux. En fait, c'est la journée du gouffre plus Nazaré, parce qu'il se trouve que le gouffre de Cap-Breton a donné cette appellation gouffre à quelques canyons dans le monde qui sont semblables aux nôtres et qui sont reliés pratiquement au réseau hydrographique. Et l'un des plus proches canyons qui soit gouffre, qui soit un frère, disons un canyon frère, c'est celui de Nazaré, qui a une particularité, c'est qu'il provoque les plus hautes vagues du monde, les plus grosses vagues jamais surfées au monde. Donc la journée du gouffre du 10 septembre sera divisée en deux. Le matin, vous aurez le gouffre de Cap-Breton avec toutes les recherches océanographiques qui ont lieu en ce moment même sur le gouffre et qui vont avoir lieu cet été encore. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la tête du gouffre. Et l'après-midi, ça sera des géologues du Portugal qui vont expliquer comment fonctionne le canyon de Nazaré, ainsi que les surfeurs qui surfent ces vagues, qui sont les plus grosses vagues jamais surfées au monde. Et on aura des films des vagues, on aura à la fois de la géologie, du surf, et ces surfeurs qui seront là. Donc rendez-vous le 10 septembre. Voilà, je pense que c'était bien aussi de profiter de votre question. Merci monsieur pour aussi dire quelques mots sur le gouffre, mais surtout, si vous souhaitez venir, nombreux, et je sais que vous serez nombreux, si l'on pense aux éditions précédentes, surtout, il faut réserver à l'Office de tourisme. Voilà. Alors, il est 21h, on avait dit qu'on s'arrêtait à 21h, mais s'il y a une autre question, on la prend. Sinon, allez, une dernière question peut-être? Une dernière question, sinon on se retrouve autour d'un verre. Madame. Il en faut une pour terminer. Hein. Alors, à vrai dire, je pensais que quelqu'un l'a posée, mais comme elle ne vient pas, je me permets, excusez-moi. Il se trouve qu'entre nous et nos amis de la Benne, il y a une station d'épuration. J'aurais voulu savoir si vous pouviez en dire quelques mots, parce que dans tous les scénarios, à ce niveau-là, il y a un recul quand même. Alors, quel sera le devenir de la steppe? Alors, le devenir de la steppe, que l'on a vu tout à l'heure, voilà. Alors, je pense que la steppe disparaîtra un jour ou l'autre. Il y a deux raisons pour que la question de la steppe se pose. La première, c'est ce dont on parle aujourd'hui, sera-t-elle rattrapée par la mer? Mais je pense qu'avant qu'elle soit rattrapée par le recul du trait de côte, elle sera rattrapée par son obsolescence. Elle est aujourd'hui pratiquement, je crois qu'il y a quelqu'un du SIDEC par là. Il est parti. Elle est aujourd'hui pratiquement au bord de sa capacité d'épuration. Donc si la population continue d'augmenter, il faudra bien repenser une nouvelle steppe. Et évidemment, si on pense à une nouvelle steppe, il faudra en profiter pour l'écarter du littoral. Et là, ça sera une autre paire de manches, hein, parce que tout le monde veut bien tirer la chasse d'eau le matin, mais personne ne veut s'occuper d'avoir une station d'épuration à côté de chez soi. Mais on fera une autre réunion, on pourra en parler. On ne va pas en parler ce soir de la localisation de la station d'épuration. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de vous retrouver dans la salle du dessus. Oui, juste deux petits mots quand même de conclusion. Hein. D'abord, pour vous remercier vraiment d'être venu. Hein. Je pense que le sujet était à la fois important et intéressant. Et puis, de remercier à nouveau les ambassadeurs, les citoyens de la Dune. Demain, je l'espère, les citoyens du littoral. Je ne sais pas comment on va les appeler, Jean-Marie. Les ambassadeurs on va trouver quelque chose, ne vous inquiétez pas. Et une fois de plus, s'il y a un message à faire passer aussi, c'est que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour
nous aider à développer, voilà, à faire cette culture du risque, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais en tout cas, pour faire en sorte que nous tous, nous soyons, parce que c'est le cas, c'est la vérité, le littoral, c'est l'affaire de tous. Et donc, nous devons tous être concernés. Et voilà, je vous souhaite donc merci hein, à nouveau, un grand merci au GIP Littoral Aquitaine, avec Assagec, avec Didier, tous les intervenants. On se retrouve donc dans la salle du haut, la salle Océane pour le verre de l'amitié. Merci beaucoup et puis écoutez, à de suite.